Salut tout le monde, vous êtes sur le podcast de rien. Donc, si vous débarquez sur la chaîne, le podcast de rien, on parle investissement, business, mais aussi réussite. On parle cash et on apprend ensemble à gagner en sérénité financière et finalement, on tente d'améliorer sa vie à travers l'argent. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de Émilie Lagrange. Bonjour Émilie, Bonjour Romain. tu vas bien? Ouais, très bien et toi? Bah écoute, super, ouais, parce que en plus, on joue chez toi à domicile, donc c'est super, merci de nous accueillir. Et puis, bah, on va avoir pas mal de choses à se dire, parce que tu as un parcours, quand même très, très riche. Hem, En introduction, donc aujourd'hui, ça sera plutôt l'emoji, on va dire, immobilier. Vous allez voir, il va y avoir différents regards, acheteurs, vendeurs, et donc c'est quelque chose qu'on rencontre très régulièrement, au moins une fois dans sa vie, sur laquelle on est confronté. Voilà, tu vas avoir pas mal de choses à nous dire autour de ça. Peut-être en premier instant, je te propose, bah, de te présenter, pardon, dire qui tu es, d'où tu viens et ce qui t'a amené, ici aujourd'hui. Alors, je suis Émilie, j'ai 35 ans, je suis maman de 2 enfants, 2 petits garçons et moi j'ai commencé donc très jeune l'immobilier à 21 ans, après un parcours dans le notariat, rapide dans le sens où j'ai fait que mes études. D'accord? J'ai, commencé dans une agence familiale à Bois-Colombes, ensuite j'ai racheté cette agence, en 2018 à la naissance de mon premier enfant et je l'ai revendue en 2024 et depuis j'ai créé Sicourt, dont on va parler, un peu plus précisément, là dans le podcast, mais donc j'ai créé Sicourt, je me suis formée au coaching, je me suis formée aussi à l'IR, donc en gros une vraie passion pour l'humain et une vraie passion pour l'immobilier et l'idée là, c'est de rassembler les 2. Trop bien. En tout cas, chapeau parce que faire l'agence en même temps, qu'une naissance, tout, ça devait être très, très sport pour toi? En même temps 2 naissances parce qu'en fait il y en a eu 2. Il y a eu le deuxième qui est arrivé après et il y a eu le covid. Donc Waouh! ouais, ça a été une sacrée aventure, une agence qui a super bien marché, qui m'a beaucoup appris, mais où j'ai aussi, retrouvé les limites et ce que je vais te présenter après, Ouais. qui sont pour moi les limites. Donc tu as fait combien de temps en agence? C'est agence somme toute classique, si j'ose dire, oui? Exactement, j'ai dû D'accord. faire à peu près, 15 ans. OK. Ah ça c'est pas c'est pas 2 ans, hein, c'est une belle Ouais, ouais. expérience quand même. J'ai fait 15 ans et 15 ans pratiquement dans une seule agence, OK. puisque j'ai racheté, cette agence-là. C'était une agence familiale mais qui marchait très bien, très reconnue Mmh. et voilà et là j'ai vraiment, dérivé, on va dire, à partir de 2024, pour aussi des raisons personnelles, parce que, bah, voilà, tu le disais, je suis maman et j'ai eu besoin aussi de donner un peu plus de sens et à ma vie perso et à ma vie pro. Bah, bien sûr, avec la maturité, voilà, les enfants, souvent, c'est le déclencheur, on se rend compte qu'on veut donner encore plus de sens à ce qu'on fait au quotidien, voilà, on veut construire différemment, ça, c'est normal. Et du coup, ton agent, donc, a été spécialisé sur un secteur, sur, une niche, quelque chose, non? Tu peux Alors nous en on dire un fait peu on plus? fait beaucoup de maisons, c'était Ouais, vraiment un peu notre spécialité parce que d'accord. alors j'ai l'avantage d'avoir, vraiment un joli bagage, juridique, ce qui me permettait de faire, tous mes compromis, de vraiment gérer tout l'urbanisme ou autre. Mmh. Donc beaucoup de maisons et au niveau du secteur sur le 92, sur les communes de Bois-Colombes, Colombes, Asnières, La Garenne, Courbevoie. L'idée de l'agence, c'est qu'elle était à Bois-Colombes, donc au milieu de ce secteur-là, pour vraiment être centrale et voilà, donc j'ai fait, vraiment du résidentiel et de la RP, pendant 15 ans. OK, donc une fine connaissance du marché de Bois-Colombes, mais peut-être un peu plus loin aussi, non? Ou vraiment spécifique? Alors vraiment, j'ai vraiment spécialisé donc sur ces 5 communes, dont je t'ai parlé. D'accord. Après, ça m'est arrivé à de nombreuses reprises de faire Paris parce que le bouche à oreille, parce que les opportunités, parce que, étant beaucoup dans le milieu du notariat et j'ai gardé plein d'amis notaires, on avait des opportunités au niveau des successions ou autres, Mmh. mais le cœur était vraiment dans le secteur. Oui, comme d'habitude, s'il y a une belle affaire qui arrive, on va pas cracher dessus, on va regarder un petit peu, on Non, va étudier la chose, c'est Épinal normal. n'est pas très loin, On est vraiment, commerçant. exactement. Ça marche, donc 15 ans, dans une agence IMO, voilà, avec tous les métiers que ça englobe, hein, dans ton écosystème, IMO. Mais, donc forcément des joies, des réussites, ça t'a beaucoup appris parce que c'est une belle école, mais aussi à la fois, bah, je pense peut-être, un côté du métier qui commençait à moins te plaire ou en tout cas des choses qui ont eu leurs limites. Est-ce que tu peux nous en dire plus Ouais. là-dessus? Alors moi, ce que, j'ai adoré faire mon métier, mais j'ai adoré faire mon métier parce que pour moi, ça avait du sens. En gros, je trouvais le bien dans lequel les gens allaient vivre, Oui. et je permettais à des vendeurs aussi de projeter un autre projet derrière. Voilà, il y avait quelque chose de très humain derrière. Bien sûr que je le faisais pour l'argent, on va arrêter, ces jolies phrases de, «Il y avait que de l'éthique». Non, il y avait de l'argent, mais il y avait de l'argent avec de l'éthique et c'est ce qui me convenait. Après le covid, il y a eu une vraie bascule dans l'immobilier où il y a eu, déjà les gens n'ont plus du tout considéré l'immobilier pareil. Il Mmh. y a eu une espèce d'euphorie et surtout les gens se sont mis à rechercher totalement différemment. D'accord, ouais. Là où avant ils se déplaçaient en agence, ils donnaient leurs recherches, donc on avait des clients qu'on suivait vraiment précisément ou autre. Là, on se retrouvait avec des gens qui restaient derrière leur ordinateur à faire des alertes mail
Se Loger, Tinka, Le Bon Coin, bref, Mmh. et qu'on rappelait et mais on n'avait plus ce fichier, donc ce lien avec eux. Donc déjà la plus-value me semblait, moins importante, et deuxième chose, avec le covid, c'est un métier entre guillemets qui est le vent en poupe. D'un coup, tout le monde s'est vu agent immobilier. Oui. C'est sûr que l'appât du gain était assez exceptionnel et donc on s'est retrouvé avec une espèce de concurrence, pas déloyale, mais parce qu'il y a un moment où on sait pas faire ce métier-là, mais en tout cas beaucoup, beaucoup d'acteurs sur le secteur, et là où avant on avait une plus-value en tant qu'agence parce que nous on était une agence hyper reconnue, hyper renommée, où en gros on avait quand même beaucoup de biens. Mmh. On s'est retrouvé à partager le gâteau avec beaucoup de petits acteurs, mais D'accord. un plus un plus un, il y a un moment où le gâteau il commence à se partager beaucoup. Ouais, c'est cet effet de longue traîne où en fait un ou 2 3 c'est pas gênant, mais quand tu remets, même s'ils sont peu puissants et peu pros, bah, si tu remets bout à bout, cette traîne, ça te fait, un Exactement. grand. Et donc en fait, c'était du coup, je me retrouvais à devoir entre guillemets «être en concurrence» avec des gens où, bah, je passais mon temps finalement à dire que moi je savais faire mon métier à mes clients Mmh. et à devoir passer derrière des surévaluations parce que ça a été un grand jeu, chez les agences et notamment sur les nouveaux qui sont arrivés sur le marché pour choper du mandat. Mmh. Donc il y avait un espèce d'épuisement aussi de dire: «Mais en fait, je vais pas passer ma vie à justifier que je sais faire mon boulot. Je vais pas passer ma vie à mentir juste pour avoir un mandat alors que dans les faits, je sais très bien derrière à combien ça va se vendre ou autre». Donc voilà, donc ça a créé un peu un manque de sens et puis je voyais la technologie en parallèle évoluer très rapidement Mmh. avec, l'IA, avec, aussi plein de moteurs. Alors il y a Meilleur Agent qui cartonne et qui maintenant est de plus en plus précis parce que leur base de données est énorme Ouais. sur les estimations. Enfin bon bref, je voyais la technologie d'un côté pousser, le métier un peu se décorréler avec, plein d'acteurs Ouais. et bah, le sens là-dedans et ma position et ma posture en tant qu'agence, bah, je trouvais plus. Je trouvais plus cet équilibre qui me convenait de vraie plus-value que j'apportais à mes clients au quotidien et c'est là où, bah, voilà, je me suis dit: «Il va falloir réinventer ce métier». Ouais, je comprends totalement. Bah, de toute façon, c'est vrai que le covid, en fait, il a chamboulé, beaucoup de métiers, mais c'est fou de voir à quel point, tu l'expliques très bien, en fait, l'immobilier a été impacté avec des gens, bah, qui ont été habitués à plus pouvoir se déplacer. Donc s un peu retrouver, on peut pas trop leur reprocher non plus du fait qu'ils étaient, seuls, face à eux-mêmes finalement, et donc ils ont aussi trouvé des solutions. Après, comme tu dis, il y a un gros écart, et puis, l'évolution du métier où peut-être des nouveaux acteurs, vus un peu plus comme les requins aujourd'hui, hein, qui veulent, comme tu dis, absolument rentrer du mandat pour engranger, qui sont la plupart du temps à la commission, et donc il faut le comprendre, qui ont un intéressement direct sur le fait de gonfler les prix, de proposer des prix pour choper, rentrer la maison dans leur parc immobilier qu'ils ont à vendre, et potentiellement avoir aussi plus de primes derrière, quoi. C'est Alors, c'est bah, vraiment intéressé, un délit tu d'initié. arrives sur un sujet qui me tient très à cœur, qui est le conflit d'intérêts. Ouais. Le conflit d'intérêts, alors tu vois, bizarrement, j'ai bossé 15 ans dans l'immobilier. Pendant des années, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu parce que, alors, pas que je suis la blanche colombe, hein, mais j'essayais de faire mon métier le C'est un beau jeu de mots avec ta ville, ça. mais j'essayais de faire mon métier vraiment de la manière la plus honnête. Mmh. Mais au fur et à mesure du temps, il y a plein de fois, je me disais: «Est-ce que là, réellement, si c'était mon ami d'enfance ou autre, Oui. est-ce que je lui dirais ça?» Ah, Est-ce c'est que, intéressant de faire ce pas de recul, à dire, «OK, voilà. tu as la tête dans le guidon», et à un moment, voilà. Et alors, pour jouer avec ma conscience, j'appelais ça le plus mensonge. Je me disais: D'accord. «Ouais, mais bon, dans les faits, c'est pas vraiment un mensonge, c'est une omission et puis ça lui permet de faire le projet, donc c'est pas si grave et puis je sais derrière qu'il a pas trop de risques». Bon, tu vois? Alors ça marche un temps et puis il y a un jour, en fait, où, bah, quand tu as envie d'être honnête, quand tu as envie de faire les choses bien, Mmh. tu te dis: «Mais en fait, non, en fait, il y a un vrai conflit d'intérêts derrière». Parce que mon intérêt premier, c'est tout de même toucher ma com. Moi, j'ai une boîte à faire tourner, j'ai 5 collaborateurs. Donc il faut que ça tourne, j'ai des charges, donc mon intérêt, c'est quand même de toucher ma com et pour toucher ma com, il faut que je vende et pour vendre, bah, est-ce que je vais défendre le vendeur, l'acquéreur? En fait, je vais essayer de faire en sorte qu'il y a une des 2 parties qui plie et souvent la partie la plus faible à l'instant T selon, et forcément, même si on va être honnête, il y a des biais où on le sait très bien, un acquéreur, où on connaît son budget, où on sait qu'il est ultra pressé, où on sait qu'il y a 2 biens qui lui sont passés sous le nez. On va lui mettre une certaine pression que peut-être on n'aurait pas mis versus, pareil, un vendeur où on sait qu'il va être ultra pressé, qu'il a déjà acheté, qu'il est en pré-relais, qu'il est en panique. Ouais. Pareil, on va jouer sur ce biais-là pour lui mettre une certaine pression. De base, on le fait pas avec une mauvaise intention, hein. Je dis pas que les agents immobiliers, sont de mauvaise intention d'origine, mais comme on dit: «L'enfer est pavé de bonnes intentions», c'est un Mmh. peu ça. Carrément. C'est, donc voilà, donc le conflit d'intérêts, c'est vraiment quelque chose qui m'a sauté aux yeux à un moment. Et qui saute aux yeux du grand public, hein, pour beaucoup de professions. Alors encore une fois, on n'est pas là pour,
tirer à vue sur une profession ou blâmer quelques professions que ce soit. Néanmoins, effectivement, il y a pas mal de professionnels, moins professionnels dans le milieu, qui sont un peu plus, hargneux et qui parfois, comme tu dis, comme la limite est fine, bon, font moins attention, aux intérêts de leurs clients pour, faire profiter de leurs intérêts à eux, quoi. Ouais, je vais même aller encore plus loin que ça, si tu veux, c'est pour moi, c'est inhérent au modèle. Si tu veux, Mmh. tu peux être le meilleur agent immobilier du monde, le plus honnête, le plus compétent. Le modèle étant que, comme tu es payé à la commission, par la force des choses, il y a conflit d'intérêts. Ouais. Alors, il y a aussi, tu peux dire, c'est aussi une motivation Mmh. pour qu'ils vendent, parce qu'il est payé qu'à la réussite. Mais où est-ce qu'est, la motivation? Où est-ce qu'est le conflit d'intérêts? Et voilà, ça a été pour moi une grande interrogation et en tout cas, Sicours est né on va dire que le la 1re pierre de Sicours est née de cette problématique de conflit d'intérêts. OK, ouais, donc très clair. Ouais, c'est bien, on va pouvoir y revenir parce qu'en fait, il y a cette grosse, problématique conflit d'intérêts, mais il y en a d'autres, hein, de chaque côté, acheteurs et vendeurs. Juste, je fais une petite aparté. Tout à l'heure, tu m'as parlé donc, des moteurs de recherche, en tout cas les éléments, sur lesquels on pouvait trouver des biens. Donc on connaît tous à peu près, Leboncoin, Se Loger et tu as parlé de Jinka. Est-ce que tu peux juste redonner un petit mot sur Jinka? Parce que c'est Alors peut-être un peu moins connu, mais, c'est un bel outil. ouais, alors il y a 2 outils, que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup, c'est Jinka et Castorus. Ouais. Jinka, il permet quoi? Il permet de mettre, donc effectivement sa recherche Mmh. et d'avoir toutes les annonces sur tous les sites de recherche en direct. Trop bien. Donc ça va Un de genre agrégateur finalement qui exactement, reprend tous les petits sites d'annonces dans une seule application. exactement. Donc ça va de Se Loger, Agent de confiance, enfin voilà, donc ça prend vraiment tout. Donc ce qui permet un gain de temps parce qu'il y a quand même beaucoup de plateformes Bien sûr. et des gens qui distribuent sur des plateformes différentes, parfois. Je le vois notamment, tu vois, en Bretagne, ils distribuent beaucoup, plus, sur, Ouest France. Mmh. Et puis nous ici, on va avoir aussi le Figaro, immobilier. Donc là, ça permet vraiment de tout rassembler, donc éviter de passer un côté d'un bien. Donc ça, Jinka, pour ça, c'est pas mal. Après, mon petit doigt me dit que a priori, ils sont peut-être pas dans les clous totalement légalement. Par Donc rapport au fait de capter les annonces, ouais, ça, de scroller sur le web donc voilà, petite aparté, mais moi j'ai découvert l'outil il y a pas si longtemps que ça, donc je voulais le porter aussi à connaissance de ma communauté. Ginca, ce qui est cool, c'est que c'est un agrégateur, donc plutôt que vous tapez les sites un par un, en fait et comme tu dis, potentiellement d'en rater un parce qu'à un moment, il y a eu une notif que vous avez pas vue ou un site que vous n'avez pas mis dans votre liste de suivi. Ginca permet de regrouper tout ça, sauf qu'effectivement, bah, à mon avis, pour le faire, il faudra demander au fondateur, on lui demandera une interview. Mais, il doit, je pense, scroller le web et choper les notifs, mais comme tu dis, après, il y a peut-être pas, tous les droits. Bon, on verra comment ça voilà, évolue. on verra comment ça C'est évolue, mais en tout cas, de principe, c'est un principe est ça outil, cool pour les clients, en tout cas, exactement, pour qui est les hyper utilisateurs. cool, hyper utile. Et le deuxième, c'est Castorus. Ouais. Alors Castorus, c'est quoi? Ça permet avec, l'adresse IP des annonces, Mmh. d'aller le mettre dans le moteur de recherche et de savoir depuis quand l'annonce est en ligne, Mmh. s'il y a eu des baisses de prix ou autre. Et donc alors, pour contourner ça, les agences souvent retirent les biens, effacent totalement l'annonce, Mmh. recréent une nouvelle annonce, mais toutes ne le font pas et Castorus est assez intelligent Ouais, et arrive quand même à retrouver même des biens où il y a eu ce petit jeu de suppression d'annonces. ouais. Et donc ça, c'est un outil qui peut être assez puissant parce que déjà, ça veut nous dire depuis combien de temps c'est en ligne, s'il y a eu des baisses de prix successives. Enfin, donc Ouais. pour l'acquéreur, c'est aussi un bon moyen d'avoir des argumentaires de négociation. Et pour les vendeurs, bah, ça leur permet de prendre conscience aujourd'hui qu'on ne peut plus faire n'importe quoi Bah, oui. et qu'on peut plus se dire: «Ah oui, mais c'est pas grave, j'ai essayé un prix, puis je perds oublier pendant 2 mois et puis je vais revenir». En fait, c'est fini. C'est un peu, bah, comme les vidéos, qu'on met sur internet. Une fois que c'est Un publié historique et qui se crée et effectivement, bah, si on a gonflé le prix, comme tu dis, qu'on a voulu tenter, on marque le fait que ça s'est pas vendu, que potentiellement le bien est en vente depuis un certain moment. Mais, moi j'utilise un petit peu Castorus effectivement en tant que particulier, il est top. Comme tu dis, souvent les gens n'y pensent pas, donc on a quand même un historique assez lointain, donc ça c'est très cool et quand l'annonce est retirée finalement, donc le logiciel est plutôt bien fait, mais, tu arrives à recouper quand même, c'est-à-dire que tu recherches un peu plus loin les autres annonces sur les mêmes typologies, les mêmes villes, tout ça, tu retrouves l'annonce. Alors c'est une différente, mais si tu refais le rapprochement, bon bah tu t'as compris, exactement. le truc. Donc ces 2 sites-là, c'est un super tip, notez-les et qu'on pourrait peut-être coupler, je crois que c'est DGV, rappelle-moi Ah, l'acronyme, le site étatique là? Etalab, DVF? Voilà, c'est là, Etalab, c'est ce que je cherchais, merci beaucoup. Donc ça, Etalab, ça permet de mémoire, c'est par rapport au cadastre. Tu vas chercher en fait ta parcelle à peu près et tu as le dernier prix de vente, enregistré. Dans les faits, c'est très bien, effectivement, parce que alors là, c'est les bases de données officielles des notaires, Mmh. donc il y a pas d'erreur possible, sauf que et je te mets quand même un vrai sauf que, Etalab DVF, le problème qu'il y a, c'est déjà, c'est publié souvent entre 6 et 9 mois de délai. Oui, donc un Un peu marché moins réactif, quoi. aujourd'hui, en 6 à 9 mois, ça peut quand même largement bouger. On l'a Ouais. vu ces dernières années entre 2022 et 2023
et surtout, les mètres carrés typiquement, je prends pour les maisons où il y a pas de loi Carrez en tant que telle ou autre, souvent les mètres carrés qui sont mis sur étalable, ce n'est pas les bons. D'accord. Parce que, les annexes sont pas notifiées, parce que c'est la surface, juste plancher, parce que bon bref, en tout cas, c'est pas régulièrement, c'est pas les bons et il y a souvent, intégré, la liste du mobilier. OK. La liste du mobilier, voire parfois les honoraires selon s'ils sont à la charge du vendeur ou de l'acquéreur. Ouais, Donc c'est, des données à prendre, avec qui des sont pincettes. intéressantes, mais avec un peu de recul et notamment l'état du bien. En fait, on n'en sait rien de l'état du Bien bien sûr. et moi, le nombre de personnes qui me disent: «Ah oui, mais j'ai vu qu'on voisin, il y a 3 maisons Mmh. à côté sur étalable, il a vendu». Donc déjà, en fait, non, ton voisin, donc ça fait 9 mois à se publier après l'acte authentique, donc ça veut dire qu'il a vendu il y a plus d'1 an. Donc on va relativiser déjà par rapport au temps et ton voisin, sa maison, elle était en parfait état, il avait fait des travaux. Bon Mmh. voilà, donc c'est très bien, mais j'ai envie de dire, c'est plus un outil à utiliser pour les pros. Ouais. Ça peut permettre d'aller se rassurer, mais il faut quand même le faire contrevalider par un pro qui a un peu plus de recul et de connaissance du marché, du secteur et des biens en tant que tels. C'est ça, donc vraiment à mettre en complément avec les autres outils qu'on a dit. Donc, Jinka, en tout cas, fixer le prix par rapport à toutes les annonces et vraiment, d'être le plus comparable possible, hein, Mmh. pas comparer des choux avec des carottes. Derrière, donc Castorus qui est un bon outil et lui qui peut venir en complément, voilà, pour avoir Exactement un ordi. et tu as aussi le complément de meilleur agent, Mmh. mais qui pareil, meilleur agent, c'est très bien, mais il y a aussi, des erreurs, il y a aussi des biais, il y a des fourchettes, assez larges Mmh. ou autres. Donc tout ça, c'est des outils qui sont extrêmement utiles, mais après on va revenir sur un des derniers outils qui va être l'IA, mais qui sont extrêmement utiles, mais il faut quand même un minimum de connaissances, Mmh. pour pas se laisser embarquer parce qu'il y a toujours le biais personnel qui va venir agir, Bah en oui, bien fait, sûr. sur l'interprétation qu'on va avoir des chiffres, hein. Bien sûr, bah oui, oui, les chiffres, on peut les lire comme on veut et on leur fait dire ce qu'on a envie, c'est clair. Exactement. Super, on va refermer la parenthèse parce qu'on et revenir à nos moutons parce que moi je suis venu ici parce que, ton entreprise elle est assez inédite je trouve dans le système EFR donc, là je vous mets l'eau à la bouche. Mais, donc en fait voilà, on revient au constat que, bah, forcément donc en tant qu'acheteur et aussi par rapport aux agences, bah, il y a des quand même, des freins. Donc on a vu l'agence, le problème c'est que, d'une part, il peut avoir conflit d'intérêts où les agences, faut faire attention dans les informations qu'elles vont donner en tout cas, notamment on parlait de la fixation du prix, d'accord? Deuxième inconvénient que je peux voir aux agences, c'est aussi parfois le montant des commissions, hein. Mmh. Alors je sais pas, tu peux peut-être me dire un peu plus sur les commissions, ce que pratique, Bien sûr. en Alors, général? une agence, grosso modo, alors dans mon secteur, je sais qu'en province, parfois, ça peut être un peu plus élevé, Mmh. mais parce que les prix sont plus bas. Mais dans mon secteur, on tourne entre 3 et 5 Ouais. grosso modo. Donc, tu vois, ça fait vite des sommes Ah au bah oui, minimum c'est parce que, pas une paille sur des milliers d'euros, voilà, voire des on est à millions. 15 Mmh. entre 15 et 30 000 €, tu vois, sur les montants, des prix ici, parce qu'on va être aux alentours des 300 à 800 000 € en termes de biens. Donc oui, c'est pas une paille. On a fait croire très longtemps, alors on a fait croire. C'est pas tout à fait juste. Si tu veux, il y a eu un moment où quand le marché était totalement délirant, Mmh. oui, là, je peux te dire que c'était les acquéreurs qui payaient la commission parce qu'on pouvait gonfler les prix de toute façon, tout partait à n'importe quel prix. Sortie de Covid, ouais, c'était le cas. Les taux étaient Mmh. bas, machin, autre. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. L'acquéreur ne paye plus la commission. En fait, il y a plus que le vendeur qui la paye. Mais comme le juridique dit commission à la charge de l'acquéreur, dans l'esprit des vendeurs, c'est l'acquéreur qui la paye. Non, Mmh. en fait, c'est mangé sur le vendeur. Parce qu'aujourd'hui, tu le vois bien sur les plateformes ou autres, tous les prix sont affichés, commission incluse. Et donc, le prix au mètre carré qui ressort, il inclut la commission. Et l'acquéreur, c'est là-dessus qu'il va baser sa négociation et Mmh. son prix au mètre carré. En fait, tu es en train de me dire que comme on n'a plus de latitude pour remonter les prix, allègrement comme avant, le marché s'est tendu, on est obligé d'incorporer ces milliers d'euros dans notre calcul de prix de vente de toute manière et donc, quelque part, on Exactement. va manger sur la marge que l'acquéreur souhaitait, récupérer. Voilà, et on est sur des sommes donc qui sont relativement importantes et Mmh. aujourd'hui avec un marché qui est baissier, qui s'est un peu effondré quand même, faut appeler un chat, hein. Mmh. Nous, on est à moins 10 en moyenne dans le secteur. Bah, cette commission-là, elle devient en fait extrêmement importante sur le prix de vente et sur la part du net vendeur qui reste au vendeur. Mmh. Donc il y a effectivement cette problématique-là. Après, toujours pareil, comme il s'était payé qu'au résultat, ben, j'ai été payé qu'au résultat parce que c'était pour moi, c'est du passé. Bah, c'est sûr que prendre moins cher, il y a tellement de pertes, on travaille sur tellement de biens pour finalement en Bien vendre sûr. que un, 2, 3 que, chaque commission paye le travail qu'on a fait pour les autres, en gros. Ouais, c'est ça. Bah, comme tu dis, en fait, c'est le système aussi, qui est le modèle qui veut ça. Après, encore une fois, le passer par une agence, il y a aussi des agences très pro, hein, qui vont incorporer. Moi, j'en ai sollicité, ça tombe bien parce que j'ai voulu vendre ma maison, l'été dernier. Et je ne l'ai pas vendu, donc tu vois, ça va être intéressant. Mais du coup, forcément, il y a des agences qui vont te proposer aussi des packaging, qui vont avoir un côté très pro, donc des photographes professionnels, des plans 3D avec des archis. Donc forcément, à un moment,
sur les agences qui sont sérieuses, on va avoir un peu plus de qualité, je suis d'accord avec toi. Par contre, et c'est là où on vient, à l'autre visu, c'est que, bah, potentialité, pas de se faire arnaquer, mais en tout cas, regard biaisé pour certaines agences où on perd un peu de confiance. Deuxième critère important, les commissions très, très lourdes et donc du coup un prix qui va vraiment venir réduire la marge. L'effet totalement opposé qui pourrait se produire, c'est que les gens, bah, comme tu dis, en covid, vont se dire: «Mais en fait, moi, hors de question que je lance 15 20 000 € dans le vent et une agence qui en plus va pas forcément être terrible ou va pas forcément m'aider à vendre beaucoup plus, pour certaines, donc je vais le faire tout seul». Voilà, ça peut arriver. Mais donc le faire tout seul, bah, il y a quand même plein d'autres inconvénients. Est-ce que, tu Ouais. peux m'éclairer là-dessus? C'est vraiment ça. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, dans l'immobilier, il y avait, 2 modèles possibles. Donc là, le modèle agence, Mmh. avec, allez, on va prendre l'agence qui est hyper qualitative. OK, même si elle est hyper qualitative, quoi qu'il, le coût inhérent et ce que ça va vous coûter en tant que vendeur, ça restera une réalité. Et il y a le modèle, PAP, qu'on appelle ça, en vente entre particuliers. La vente entre particuliers, ça peut être génial, sauf que derrière une vente, il y a énormément de juridique Mmh. et de plus en plus, et ça, c'est des vrais points qui font sauter des dossiers. Ouais. En particulier, il faut savoir qu'il y a 50 des biens qui ont une offre où l'offre ne va pas jusqu'au bout, et notamment à cause du juridique. Ouais. Parce que le dossier n'est pas prêt, parce qu'il y a pas toutes les infos, mais parce que le vendeur, c'est pas son métier. Donc il y a ça, il y a la présentation et la première mise en ligne. Pour moi, le moment le plus impactant d'un bien, c'est la première mise en ligne. Et souvent dans le PAP, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. Donc soit on va pas maîtriser les photos en tant que telles, c'est-à-dire que oui, ça va être des photos de très bonne qualité, hein, maintenant avec les iPhone 11, on fait des Mmh. trucs très sympas, mais on va pas bien montrer le bien ou en tout cas ce qui intéresse les acquéreurs. On va pas dans la description mettre en avant ce qui intéresse les acquéreurs, donc voilà. Et puis le prix. Ouais. Le prix en PAP, on a une tendance, à surévaluer son bien. C'est son bien, on l'aime beaucoup, on en est très fiers. On a fait passer 4 agences, dont 3 qu'on surévalué, mais on a quand même envie de les écouter et puis on se dit: «Ouais, mais en plus, si elles m'ont dit ce prix-là, plus elles allaient mettre leurs 20 000 € de com dessus, donc bah, moi, je vais le mettre à ce prix-là, plus avec leurs 20 000 € de com». Mmh. Donc on finit avec un bien, sur le particulier où il y a aucune préparation de dossier juridique, aucune préparation technique. Il n'anticipe pas les questions un peu pièges des acquéreurs et derrière une mauvaise mise en ligne avec un impact qui va être, qui va pas être bon. Ouais, c'est ça. En fait, si on caricature, à l'extrême opposé, de quelqu'un qui va vouloir, pratiquer des prix de vente, qui sont le reflet de ce qu'on pourrait avoir avec, une agence, mais du coup avec aucun professionnalisme. Alors encore une fois, il y a des gens qui sont très doués, qui ont des zones de génie, il y a des photographes, voilà, mais on peut pas être et c'est le propre des agences IMO, je pense, on peut pas être, couteau suisse, avoir toutes les cordes à son arc, d'un coup. On peut pas, savoir vendre, savoir, faire une annonce, savoir, prendre des photos, savoir fixer un prix, voilà, c'est des métiers quasiment tous différents, qui demandent une vraie expertise. Tu parlais juridiquement, bah, ça évolue aussi très rapidement, hein, tout ce qui est, les actes, la loi, voire la fiscalité, tout ça, c'est des choses qu'il faut maîtriser et qui bougent tout le temps, quoi. Oui, puis c'est surtout des choses qu'il faut anticiper. Un acquéreur, de l'attirer pour visiter le bien, c'est pas le souci. Par contre, d'aller rassurer sur la qualité du bien, mais je parle même de la qualité juridique du bien. Mmh. Je te donne un exemple, j'ai pas mal de clients dans le coin, on a pas mal de maisons qui font des terrasses, mais qui déclarent pas parce qu'ils ne savent même pas. C'est même pas qu'ils veulent faire les petits Je loupards rigole parce qu'il y a eu beaucoup de reportages ces derniers temps sur la Corse notamment qui avec les piscines. oui, oui, il manquait beaucoup de déclarations et de Mais nous, c'est même pas que c'est même pas qu'ils veulent contourner la loi, c'est qu'ils ne sont même pas au courant. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Ils mettent leur bien en particulier, voire même avec agence, qu'il y en a vraiment sur le juridique où c'est très spécifique. Mmh. Et puis, ils ont, l'acquéreur fait l'offre, ils acceptent, ils se retrouvent chez le notaire et là, l'acquéreur dit à son notaire: «Ouais, puis c'est hyper sympa, il y a une très belle terrasse». «Comment ça, il y a une terrasse?» Parle de la «Il terrasse. y a la déclaration préalable de la terrasse?» «Ah non, il y a pas». Et là, en fait, bah, c'est le pied dans l'engrenage où le notaire, il joue son rôle et ce qui est tout à fait logique, c'est-à-dire qu'il met au courant son acquéreur des risques encourus. Et un notaire, c'est pas là pour rassurer, c'est là pour dire les choses, et d'un point de vue très, juridique. Très neutre, ouais. Et bah, qu'est-ce qui se passe après derrière? Perte de confiance de l'acquéreur commence à paniquer et grande chance de rétractation. Et ça, je te le donne l'exemple sur la terrasse, mais j'en ai à la Mmh. pelle. Et donc ce point de vue-là, du juridique, on a une grosse tendance à l'oublier et à se dire: «C'est pas grave, c'est le notaire qui va s'en occuper». Sauf qu'au moment où ça arrive chez le notaire, la négo est faite, tout est fait. Et donc derrière, s'il y a un petit caillou, Ah bah, ça dedans, ça c'est laisse une brèche pour renégocier, voire annuler parce que en fait exactement. la confiance est rompue, hein, si j'ose dire donc Et ça sur de l'ARP, ça la peut inquiéter confiance, quoi, c'est normal. c'est énorme. Mmh. Tu vois? Sur de l'investissement ou autre, les investisseurs vont être un peu plus habiles et vont savoir, gérer leurs risques ou autre. Mmh. Sur de l'ARP, les gens prennent le moins de risques possible. Bah oui, bien sûr, c'est normal. Comme tu dis, c'est une tranche de vie, hein, qui se déroule à l'instant T, donc c'est hyper important. Donc vous l'avez bien compris, il y a 2 extrêmes finalement. Le premier qui est passé par l'agence, avec tout ce que ça inclut de professionnalisme, mais aussi, un gros billet.
Donc il y a beaucoup de gens, qui essayent de trouver des alternatives et puis l'autre extrême, c'est de faire soi-même. Alors certes, on va peut-être économiser, mais à la fois, on va peut-être aussi perdre parce qu'on va peut-être pas bien fixer son prix, on va peut-être être trop gourmand et pas vendre. Et entre ces 2 situations, finalement, il y a aussi, une troisième voie qui existe que tu as créée et donc c'est là, ça devient intéressant. Alors, la 3e voie, la voie, on va dire, du milieu Mmh. qui pour moi donc c'est Sicourt. Sicourt déjà ce qui est important, c'est que ça veut dire aide en breton. D'accord. Pourquoi alors j'adore la Bretagne, j'adore Allez, la bah, tu vas Bretagne, faire plaisir. En plus, les Bretons sont, je dirais, très chauvins comme les Normands que je suis, mais donc j'ai des c'est origines cool. bretonnes et pour moi, en fait, le principe d'avoir trouvé un nom qui avait une résonance, c'est que c'est vraiment ce que j'ai voulu mettre, en fait, dans Sicourt, c'est de l'aide. Mmh. Sicourt, c'est quoi, en fait? C'est réunir le meilleur des 2 mondes, pour créer, en fait, un accompagnement, une alternative qui soit équilibrée. Alors c'est équilibré pourquoi? Déjà d'un point de vue prix financier. Mmh. Sicourt, c'est un accompagnement, alors pour la partie vendeur à 2 500 € et pour la partie acquéreur à 1 300 €. Peut-être qu'après on reviendra plus précisément sur, ce que je fais dedans. Mais donc on voit tout de suite qu'en termes de prix par rapport, aux commissions, c'est beaucoup moins. Ça annule la problématique du conflit d'intérêts parce que je ne suis que d'un côté ou de l'autre, jamais entre le vendeur et l'acquéreur Mmh. et je ne suis pas payée sur le prix de vente, mais je suis payée au forfait Ouais. pour un service rendu. Donc ça vient annuler, la problématique de conflit d'intérêts et ça vient sécuriser les gens parce que, bah, voilà, en termes de juridique, en termes de création de dossier, donc il y a un vrai, gain, au niveau de sécurité juridique. Il y a un gros gain de temps parce que je vais m'occuper de tout, sauf des visites et on va y revenir, et il y a un vrai gain en termes de stress. Mmh. En fait, on n'en parle pas beaucoup, l'immobilier, on le voit comme un produit financier. D'ailleurs, de plus en plus et c'est quelque chose qui me touche un peu de Mmh. qu'on imagine que ça par ce biais-là. Mais l'immobilier, c'est avant tout, en fait, une transition de vie et il y a beaucoup, beaucoup de stress. C'est une des périodes les plus stressantes de la vie, hein. Carrément. Si vous l'avez vécu, moi je l'ai vécu plusieurs fois et des 2 côtés, hein, que ça soit, la vente, est-ce qu'on va la vendre et gérer toutes les étapes et à la fois quand on est acheteur, est-ce qu'on va avoir le bien qu'on veut, le bien de nos rêves, les dossiers bancaires, voilà, c'est vrai que Voilà. c'est beaucoup d'émotions, ouais. Et donc, c'est de dire aujourd'hui, bah, à qui on peut se confier dans l'immobilier? À notre famille, notre entourage, bah, ils ont leur propre biais, leur propre expérience qu'ils vont projeter et parfois, limite, ça stresse encore plus. Ouais. L'agent immobilier, bah, il a un intérêt, donc son écoute, est-ce qu'elle va être réellement en écoute active, en écoute empathique, uniquement, ses réponses uniquement tournées vers mon intérêt? On peut se poser la question. Donc aujourd'hui, on a des coachs pour tout, des coachs, pour être un meilleur manager, des coachs de vie. Mais en fait, en immobilier, quand on se retrouvait dans une période aussi importante de notre vie, bah, il y avait personne pour nous soutenir émotionnellement, au niveau du stress, pour échanger et ça, j'ai voulu vraiment l'inclure, remettre l'humain au cœur, en fait, de l'immobilier Ouais, parce donc que c'est c'est avant tout une aventure humaine, l'immobilier, avant d'être une aventure financière et c'était de redire: «Bah, on va remettre de la place, voire on va mettre», parce que je suis même pas sûre qu'un jour il y ait réellement cette place, de l'humain dans l'immobilier. On va mettre l'humain au cœur de l'immobilier, en tout cas sur les transactions ERP. Donc trop voilà, bien. donc Sicours, c'est vraiment, je dis souvent, c'est un gain d'argent, un gain de temps, un gain de sécurité et un gain de sérénité. C'est trop bien. Alors, en plus, moi, pour avoir, je te dis, acheté, vendu plusieurs fois, des résidences principales et des biens, dans ma vie et bien, je pense, je me trompe peut-être, mais que ton offre elle est inédite. C'est-à-dire que moi j'ai déjà rencontré, des agences qui faisaient des forfaits fixes, alors souvent d'ailleurs partagés entre les 2 acheteurs, vendeurs. Alors comme tu dis, avec ce petit côté où ça peut être un plus côté vendeur parce que par rapport en ce moment à la fixation des prix. Toujours est-il que, je dis une bêtise, c'était, par exemple, entre 5 et 10 000 € en fixe. Tu divisais en 2, voilà, chacun faisait un effort, voilà. Sauf que, c'est pas du tout la même chose que toi, c'est que la commission est beaucoup plus importante et c'est plus, bah, l'agence gère encore tout toute seule, quoi. Donc, ça reste, plus près d'une agence quand même, même si c'est fixe, donc il y a un coût de moindre, pardon, mais on s'enlève pas une grosse enveloppe. Toi, je trouve que tu es vraiment pile à la frontière entre les 2, c'est-à-dire vraiment un des tarifs très, très abordables et très, très sympa par rapport à d'autres agences, mais avec un accompagnement complet et puis, bah, une montée un peu en compétence finalement de la personne qu'elle va garder à vie parce que tu fais pas tout à sa place, tu l'aides à faire en fait, donc ça c'est super. Hem Peut-être que tu peux un peu préciser, tu parlais notamment de l'accompagnement, ça je trouve ça très cool aussi parce que c'est vrai que quand on vend notamment, on est tout seul, quoi. Alors il y a peut-être des proches plus ou moins selon comment vous êtes entouré, qui peuvent aider, mais à la fois c'est votre problème, ils le vivent de l'extérieur et donc comme tu dis d'avoir un vrai accompagnement, des étapes à apprendre à redescendre, à souffler et du coup pas avoir de biais cognitif, prendre les bonnes décisions au bon moment.
bah, je trouve que c'est pas trop d'avoir quelqu'un, qui aide, donc est-ce que peut-être tu peux Oui. nous en parler un peu plus? En fait, l'accompagnement si court, il a été imaginé, pour que, ça soit un peu un parcours, où moi je vais prendre je dis toujours: «Je prends par la main Mmh. mon vendeur», et on va aller ensemble, en fait, ch étape par étape. Ouais. Les choses où, je fais, on va dire, la tout, et où là je vais pas aller le solliciter, ça va être tout le dossier juridique. Parce que ça, c'est des compétences et il y a pas spécialement besoin, qu'il les acquiert. Donc je vais préparer le dossier juridique, faire une fiche acquéreur absolument complète, pour qu'il y ait toutes les infos Qu'est-ce pour que tu appelles une l'acquéreur. fiche acquéreur, du coup? Une fiche acquéreur, pour moi, c'est une fiche où tu as absolument toutes les infos dont l'acquéreur aurait besoin. Donc, D'accord. je sais ce dont l'acquéreur a besoin. Mmh. Donc, selon le type de bien, ça va être aussi bien les dates des travaux que Ouais. les consommations énergétiques, que les résultats des diagnostics, Ah oui, mais d'accord. traduits en français Donc ça, c'est pour trop qu'il y ait bien. C'est, un principe. grosso modo, tu as un peu la phobie administrative ou comme moi, parfois la flemme de réunir une montagne de documents. Eh bien, en tout cas, toi, tu fais le point pour rien rater, pour avoir un dossier bédon où au moment où l'acheteur, ou acheteuse va solliciter, bah, le dossier soit prêt à pousser Le et dossier est prêt avant sérénité. même la mise en vente. C'est-à-dire que le dossier est complet, prêt à envoyer au notaire pour rédaction avant même la mise en vente. Trop bien. Et de ce dossier, j'en tire entre guillemets un résumé Mmh. pour l'acquéreur, pour que lui, il ait toutes les infos. Ça, il y a 2 bénéfices à ça. Le premier, c'est que l'acquéreur, il est extrêmement rassuré. Il a pratiquement, normalement, toutes les réponses à ses questions sur un seul document. Et le deuxième, le vendeur, il gagne un temps fou parce qu'il a pas besoin de répondre à son acquéreur toutes les 4 matins. Bah oui, c'est ce que j'ai «J'ai dit. oublié de vous demander la taxe foncière. Mmh. Ah, au fait, les travaux, vous avez les factures? Oui, mais vous êtes encore avec une assurance décennale?» Et les questions qui arrivent, chaque jour une question, ça, c'est une perte de temps et parfois de Une stress. petite C'est-à-dire charge que mentale, ouais, je suis d'accord avec toi. exactement. Ah, il faut que j'aille rechercher le doc, je ressors la pochette. Non, tu as tout qui est prêt dans le dossier et c'est le Tout à fait. Donc ça, je m'en occupe. Je m'occupe de la prise de photos. mmh? Je vais m'occuper de la rédaction de l'annonce. Et donc une fois qu'on a tout ça, on est prêt, et bien sûr de l'estimation. Alors moi, j'appelle pas ça une estimation parce que l'idée, c'est que je marche dans la main avec mes vendeurs. Parce Mmh. que je leur dis: «Moi, quand je vous donne un prix, j'ai aucun intérêt à qu'il soit plus ou moins haut. Mmh. Mon intérêt, c'est de vous dire la vérité. Maintenant, on en fait bien ce que vous voulez de ce prix, vous êtes décisionnaire. Mais par contre, voilà le scénario si on le met trop cher, ce qui va se passer et les risques qu'on prend. Voilà le scénario si on le met au bon prix, voilà le scénario si on le met, moins cher». Enfin, en gros, l'idée, c'est qu'ils soient au courant de tout pour qu'ils prennent leurs décisions totalement éclairées. Ah là, le gros avantage, c'est que tu es payé exactement la même chose, si tu vends le prix, très, très bas ou très, très haut. Donc toi, ton véritable intérêt derrière, finalement, c'est plutôt que tes clients soient satisfaits et que le bien se vende et donc bah, tu vas bien le fixer avec eux et comme tu dis, c'est vraiment une à l'instant T du marché. On ne vend pas un bien par rapport, à ce qu'on pensait, ou ce qu'on espère ou à parce que souvent les gens font l'amalgame de vendre par rapport à leur projet qui suit. Non, tu vends bien ton bien par rapport à l'instant T. Mais je trouve que c'est intéressant de dire, voilà, comme toi tu as pas l'intérêt, vous le calez vraiment en âme et conscience à 2. Bah, au-delà de ça, en fait, il y a des gens, si tu veux, et c'est pour ça que je repars de leurs besoins et qu'on Mmh. va remettre l'humain au centre. C'est-à-dire que l'un des premiers entretiens que je fais avec eux, c'est d'essayer de voir derrière, c'est quoi leur projet futur. Ouais. Et moi, j'ai des clients, tu vois, qui sont pas pressés là en ce moment, qui en gros peuvent mettre 2 ans à vendre. Mais ils ont envie quand même de tester. Je rigole parce que ça pourrait être mon cas, tiens. Voilà. OK. Bah, OK, on va tester, mais on va tester intelligemment. On Mmh. va pas faire n'importe quoi parce que justement, je sais après derrière qu'on peut griller le bien. Donc on va tester, mais avec une vraie stratégie. Et on a fait le premier test, on a tout retiré et en fait, si tu veux, toute la stratégie qu'il y a derrière, c'est par rapport aux besoins de mon client. Mmh. Sur des clients qui vont être pressés, je vais mettre en place une autre stratégie, mais en gros, c'est une stratégie sur mesure et par rapport à leurs besoins et bien sûr en fonction du marché et de la réalité des choses. Mmh. Mais oui, j'ai pas besoin d'aller, dire, moi, c'est ce que je leur dis. Je leur dis: «Je suis pas là pour vous faire plaisir sur le prix. Je suis là, par contre, pour vous accompagner dans votre projet et que votre projet soit une réussite. Maintenant, Alors, si pour vous, c'est du une du du coup, je vais te poser la question, excuse-moi, je t'ai je t'en coupé, prie. de manière très égoïste, Ouais. nous justement, c'est un peu ce qu'on s'était dit, c'est-à-dire on n'est pas hyper pressé de la vendre. On l'avait acheté il y a quoi? Il y a 2 3 ans. Donc forcément 2 3 ans, on n'a pas eu le temps de capitaliser énorme sur le crédit. Toujours est-il on a souhaité la vendre un peu plus haute que le prix du marché et cetera et bah, ça ne s'est pas fait. On n'a pas eu la chance d'être aligné ce coup-ci avec des bons acheteurs. Donc on a préféré, comme on n'avait pas besoin de la vendre dans l'immédiat, plutôt que de baisser le prix, on a préféré la retirer là pour, la basse saison d'hiver et cetera et plutôt la remettre au printemps. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie? Alors, je suis pas Madame Irma, donc en fait, c'est toujours pareil. C'est que si tu la remets au printemps, au même prix que tu l'avais fixé à la base, mais que le marché n'a pas évolué, Mmh. ne la remets pas. Il va se passer la même chose. Mmh. C'est-à-dire que, le feu, ça brûle. Bon, moi, tu peux te toucher 4 fois la flamme, tu vas te brûler 4 fois. Bon conseil, ne pas être trop gourmand, bien réévaluer son marché avant de voilà. Par contre, si tu le remets avec une envie de réellement de vendre et donc arrivé au printemps, tu réétudies le marché clairement et tu te dis: «OK, là, on en est où des taux? On en est où du marché?»
Est-ce que je remets au même prix parce que réellement le marché s'est aligné avec mon prix et mon souhait? Ou est-ce que je baisse parce qu'en fait le marché n'a pas bougé depuis l'année dernière où j'avais testé la mise en vente? Oui, là, ça vaut le coup. Mais si par contre le marché n'a pas bougé et que tu veux réessayer le même prix, il y a un moment, le miracle n'existe pas. Bien sûr. Mais est-ce qu'on est d'accord, tu serais plus parce que du coup tu es confronté souvent à ça, est-ce qu'on est, plus à même quand même et c'est bien de retirer le bien? Nous, la réflexion, c'était de se dire: «Si on laisse le bien, soit on laisse au prix, mais du coup le bien va rester très longtemps sans se vendre et donc là on peut faire croire à des potentiels acheteurs qu'il y a un problème sur le bien et que c'est pas normal et donc on ouvre à une grosse négociation». Soit effectivement tu vas être plus raisonnable, tu vas au fur et à mesure baisser le prix, mais du coup, c'est un petit peu la lente dégringolade où au bout d'un moment, les gens vont voir aussi que tu baisses régulièrement, que, tu as envie de vendre et donc, vont de nouveau vont vouloir renégocier très fort. Donc qu'est-ce que tu penses sur le fait d'enlever le bien au bout d'un moment? Alors c'est bien, mais c'est toujours pareil, c'est par rapport à ton besoin, ta stratégie. Comme tu m'as dit, toi, tu as le temps. Mmh. Donc tu avais le temps de prendre cette période, de retirer ton bien pour, bah, laisser le marché filer, voir ce qui allait se passer derrière. Mmh. La meilleure chose, ça peut être très bien quand on a le temps. Quand on n'a pas le temps, ce que je conseille à mes clients, c'est toujours un test de 15 jours, 3 semaines. En 15 jours, 3 semaines, je suis capable, avec le nombre de demandes, la réaction des acquéreurs et autres, de te dire ce qui va se passer réellement ou pas. Mmh. 15 jours, 3 semaines, si tu es pressé quand même de vendre, enfin en tout cas que tu as pas le temps d'attendre une année de plus, là tu peux retirer le bien, mais très peu de temps, une petite semaine, tout réévaluer, c'est-à-dire te dire: «Est-ce que je suis sur les bons canaux de distribution? Est-ce que mon prix est bon? Donc OK, je baisse mon prix, je change les photos, je change de télévision et tout et je le remets». Bien sûr que les acquéreurs qui ont déjà vu ton bien, ils vont voir cette baisse de prix-là, Mmh. mais c'est pas délirant, enfin c'est pas grave, tu vois? Ils Mmh. les acquéreurs sont aussi des vendeurs, il faut Je pense que savoir. ça, c'est hyper important. Encore une fois, là, on fait presque du mon coaching perso, mais ça dépend vraiment du profil, je pense, son profil, à risque, de temps, d'anxiété. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de se rassurer rapidement et qui va vite être anxieux et ça, comme tu dis, ça peut être du stress, donc vaut mieux pas jouer avec le feu. Le premier élément qui, de toute manière, sera le bon, c'est de dire, «Je fixe tout de suite le bon prix en corrélation avec le marché pour que ça se vende». Alors nous, dans notre cas, on a été un peu joueur parce que voilà, comme on n'est pas pressé, on peut se permettre d'essayer un peu plus haut et si ça mord, tant mieux. Je pense qu'il faut pas s'en priver. Hem Et donc le fait quand tu remets le bien, par contre, là, effectivement, tout de suite bien réévaluer le marché et pas forcément le remettre au même prix pour pas faire 4 fois la même bêtise, ça serait idiot. Mais du coup, être un peu plus vigilant à la fixation de prix ou alors peut-être patienter pour le remettre. Peut-être sauter une saison et attendre, un peu plus que ça soit un marché plus opportun et Alors après là, il faut que tu aies vraiment le temps parce que des fois, on ça a peut mettre du temps, du on coup. n'a pas de visibilité, mais là, de la manière dont les choses se profilent, et économiquement et politiquement, je pense que, ce qu'on a vécu dans l'immobilier, je ne suis pas convaincue qu'on va le revivre dans les 10 prochaines années, très Oui. sincèrement. Donc, avant que ça revienne au prix quand on avait en gros les prix, c'est les taux, hein. Donc, quand il y a un taux à 1 les prix montent, quand il y Mmh. a un taux, enfin, c'est vraiment C'est tu vois corrélé, ouais. le jeu donc aujourd'hui, espérer que le marché remonte avec des taux qui ne sont pas délirants, hein, attention, parce que, tu pourras j'adore moi demander, Mmh. aux Aux personnes, parents, ouais, voilà: avec mes parents, «Ouais, j'ai acheté à des taux 13 à 7, tu vois? c'est hallucinant, ouais. Bon, mais c'était pas du tout les mêmes prix derrière, donc ils sont pas délirants, sauf qu'ils sont délirants par rapport aux prix du marché qui ont explosé ces dernières années du fait des taux faibles. Donc oui, là, pour le coup, il faut vraiment pas être pressé du tout et envisager ton bien comme un investissement finalement financier. Mmh. Ouais, c'est hyper compliqué à déceler. Tu as raison, il y a les taux et à la fois, moi, je regarde beaucoup, je trouve que c'est un bon pouls, c'est, l'offre et la demande. C'est-à-dire que moi, je vois quand même que, bah, du terrain, des logements, il va pas forcément en avoir beaucoup plus que, la terre, le mètre carré finalement disponible sur terre, bah, il reste limité et donc à un moment, bah, la densité, elle va continuer jusqu'à un point où on pourra plus faire pousser, de logements, hein, ni d'appartements, ni de maisons. Pour autant, la population a continué à grandir, donc du besoin en logement, il y en aura toujours. Donc à voir si à un moment, la génération, plutôt des boomers et cetera, quand elle va partir et quand ils décéderont, si ça va créer un vide dans les logements et redonner de l'accessibilité au logement, on ne sait pas trop. Mais ouais, c'est bon, c'est difficile à prévoir comme tendance. Donc toujours est-il pour revenir, à nos moutons, donc toi, donc l'accompagnement forcément sur tout ce qui est annonce, on a dit le côté juridique et après tout ce qui est mise, établissement du prix, fixation du prix, les photos et cetera. Tu avais autre chose dans ta formule Ouais, à bien sûr. compléter? Tout Donc, ce en qu'on gros, là, les c'est étapes? tout, on va dire l'étape en amont, de la commercialisation Ouais. et je fais, un vrai alors j'appelle ça un coaching à mes vendeurs, un coaching double. C'est-à-dire que déjà, ça va être un coaching sur comment répondre aux demandes des acquéreurs en ligne, Ouais. donc par mail ou autre et alors je vais vous donner un vrai tips, aujourd'hui. Ne mettez pas vos numéros de téléphone sur vos annonces. Mmh. Votre vie va être un Ouais, c'est enfer sur c'est terre. le harcèlement, ouais.
clairement et il y en a pas Moi, besoin. ce que je fais, c'est que sur Le Bon Coin, tu vas me dire si c'est une bonne idée, c'est bien comme ça j'apprends en même temps. Mais, c'est vrai que souvent sur Le Bon Coin, je mets pas mon numéro, je fais un premier filtre Le Bon Coin où en fait, tu échanges avec les gens, tu vois un petit peu leur motivation, tu vois un peu s'ils ont déjà sollicité leur banque, et si c'est un dossier un peu sérieux et si oui, avec quelques éléments comme ça, tu avances, par téléphone, quoi. Et bah, bravo, C'est c'est ça? exactement ce qu'il faut faire et si tu peux même, en plus, aller leur demander si eux-mêmes ont des questions sur ton bien, Oui. c'est encore mieux. S'ils en ont Heu, pas, c'est louche quand même. S'ils en ont pas, c'est louche, sauf, alors, il y en a qui peuvent ne pas en avoir parce que, très clairement, si ton annonce est bien faite, C'est ça. il y a un moment, ils vont pas commencer à aller te demander la taxe foncière, ils s'en fichent s'ils veulent pas acheter le bien. Enfin, tu vois, il y a un Mmh. truc où, c'est louche aussi quand on te demande trop d'éléments en amont alors que tu as pas visité le bien. Mmh. Tu vois? Donc, mais ça peut valoir le coup par contre d'ouvrir sa discussion. Donc tu vois, je leur fais un coaching vraiment là-dessus, sur, comment répondre, et je fais, ce que j'appelle, les questions points sensibles. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'énumère toutes les questions que l'acquéreur pourrait poser par rapport aux biens qui peuvent être sensibles. OK, le garage, il est pas déclaré. Pourquoi vous l'avez pas déclaré? Et j'anticipe donc la question, qu'est-ce que ça a comme risque derrière? Est-ce qu'il y a vraiment encore des risques? Comment on peut régler le problème? Donc il y a toutes les réponses. Donc Mmh. c'est-à-dire que le vendeur va être hyper à l'aise. Quelles sont là, à chaud les questions qui tombent le plus, fréquemment? Je te demande de parler de forcément tout ce qui est Le hors D permis, tout ça, mais le DPE. Le ouais. DPE en ce moment, c'est une grosse question. Donc la classe énergétique, voilà, ça peut être une grosse question. La gestion des charges peut être une, En gros, ton DPE, il faut quand même savoir situer au minimum, le premier lettrage qui est l'isolation par rapport à la consommation énergétique et potentiellement, savoir dans les grandes lignes comment l'améliorer. Parce que je suppose que c'est ce que veulent situer les acheteurs. Si tu es en G, est-ce qu'il y a moyen, à moindre coût d'améliorer la lettre? Si tu es en D, pareil, est-ce que tu peux monter du net ou pourquoi est-ce que c'est un bon D finalement? alors ça va même au-delà de ça en fait. C'est Ouais. qu'il y a un petit peu de pédagogie à faire sur, la réalité, de ce DPE. D'accord. Si tu veux, ce DPE est fait d'une manière et d'ailleurs ils vont le revoir là en janvier. Ouais. Ça va être revu parce qu'ils se sont dit: «Ah merde, on y a peut-être été un peu trop fort». Mmh. En fait, ce DPE a été fait par des gens qui ne font pas d'immobilier Mmh. et c'est toujours le même problème. C'est-à-dire que ça a été fait n'importe comment, ça a bloqué les locations, ce qui est complètement délirant dans un monde où on n'arrive déjà pas à se loger. Tu vois, entre une maison en F, bah, c'est pas grave en fait, regarde derrière la réalité des consommations, tu vois? Mmh. Et OK, tu vas l'isoler, tu vas la faire passer en D, mais si derrière ton isolation, tu mets 25 ans à l'amortir, sachant que la moyenne ou dans le secteur, c'est 10 ans de détention de biens, est-ce que ça vaut le coup? Oui. Enfin, tu vois? Oui, Donc oui, c'est sûr que relativiser en fait les par données. rapport aux biens, aller claquer des, panneaux solaires, des, ballons thermodynamiques, ou des pompes à chaleur, bon, faut voir le ratio, écologique, économique et prix, quoi. Bah, c'est ça, c'est remettre un petit peu aussi du sens Mmh. à ces données qui sont des données brutes, et donc voilà, donc ça, c'est une des grandes questions, tu me demandais et après, c'est vraiment très particulier, tu vois? Là, j'ai une maison en ce moment qui a une grosse fissure dessus. Mmh. Bon, en fait, on a fait une étude du coup, la fissure, c'est pas grave, ça va pas s'effondrer, mais il faut l'expliquer, Ouais, en fait, faut tu rassurer, ouais, vois? parce Faut qu'effectivement, tu arrives rassurer. sur une grosse fissure, tu le pire. Il y a ça, il y a, après, tu vas avoir des charges parfois qui vont être très importantes dans des copropriétés, mais à des instants T, donc expliquer pourquoi c'est Mmh. important, expliquer qu'est-ce qui se passe dans la copropriété quand tu as des impayés, pas juste aller balancer, le dossier de PV d'AG à l'acquéreur et qu'il découvre tout seul. Non, Oui, avant de lui balancer, il faut lui dire: «Et voilà, je vous anticipation. préviens, aujourd'hui, on est en phase de procédure, mais voilà où on en est, voilà les coûts, voilà ce qui restera à payer et bien entendu, je l'ai pris en considération dans mon prix». C'est pas tout de suite, c'est pas le même discours et c'est pas l'acquéreur qui découvre les choses. En OK. fait, il y a rien de pire que l'acquéreur qui découvre les problèmes. Ouais, donc c'est bien ce que effectivement, tu as raison, l'anticipation des choses et aller, dans l'explication avant de créer, un soupçon de la problématique, c'est clair. Et donc du coup, donc on a compris là, en fait, finalement, tu couvres tout le parcours, du vendeur, hein. C'est, du moment où je dessine à mon prix, mon annonce et cetera. Tu m'as dit tout à l'heure, tu ne faisais pas de visite, donc peut-être que tu peux me dire pourquoi et comment tu y remédies du coup? OK. Parce qu'il va falloir y faire Bien sûr, exactement. Alors pourquoi je fais pas de visite? Parce qu'en termes de business model, il y a un moment, j'ai pas une baguette magique. Si j'arrive à pratiquer ce prix de 2 500 €, c'est que ça a été réfléchi et que je pouvais pas faire le même métier que les agents immobiliers. Alors je fais pas de visite parce que de toute façon, pour faire des visites, il faut être agent immobilier et être soumis à la loi Hoguet et je ne voulais plus avec la ça. fameuse carte et cetera. Voilà, je voulais plus ça. Alors, pas parce que juridiquement je l'ai pas, je l'ai eu pendant des années, mais je voulais plus ça parce que rebelote, ça me donnait une position d'intermédiaire. J'étais en contact avec l'acquéreur. Mmh. Donc ça, c'était pas possible et c'était pas possible d'un deuxième point de vue d'un business model. Mmh. C'est-à-dire que le temps que je passe en Bien sûr. visite ne peut pas rentrer dans un business model à 2 500 €.
Mmh. Donc c'est la entre guillemets, je me suis dit: «Quelle est la chose la plus facile à retirer et la moins contraignante pour les vendeurs?» Et oui, c'est la moins contraignante et je vais vous le dire pourquoi après. Pour moi, c'était les visites. Donc je ne fais pas les visites, mais par contre, pareil, je coach mon vendeur à comment faire une bonne visite. Comment faire une visite efficace, comment obtenir des retours de ses acquéreurs suite aux visites, comment être suffisamment présent mais pas omniprésent, que Alors vas-y, qu'il soit dis-moi con tout là, hein, si tu alors ça va pas être simple à résumer pour toi, ouais, mais dans les grandes lignes, les bons conseils que tu pourrais je te prodiguer, alors il y a un premier conseil que je donne, taisez-vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'être humain a horreur du silence et un vendeur, souvent, il est très excité de présenter sa maison et lui, il adore sa maison, il y a vécu plein de trucs et donc il va donner un peu des phrases, qui lui le touchent. Je vais donner un exemple très concret qui est très drôle, et ça, c'est quelque chose que je me suis appliqué en tant qu'agent immobilier, hein, taisez-vous. mmh, Quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'avais un appartement, qui était à côté de la gare Saint-Lazare d'accord. à vendre. J'emmène une petite mamie dans cet appartement et je lui dis, voilà: «Et c'est exactement ce que vous voulez», je savais ce qu'elle recherchait. Par contre, il y a un souci, c'est que ça donne sur la voie ferrée, tu sais, sur le truc où les trains, ils se garent. D'accord, ouais. Donc une magnifique vue sur que des rails avec des trains garés. Et là, la petite mamie se retourne vers moi, la larme à l'œil et donc je lui dis: «Oui, il y a un problème» et elle me dit: «Mais pour moi, c'est pas un problème. Mon mari était cheminot et moi, voir les rails, c'est ce que j'aime le plus parce que ça me rappelle mon mari qui est Bah, mort». c'est fou ça. Trop bien. Je me suis dit tu vois, ça me fout encore des frissons parce que je me suis dit: «Ce jour-là» et putain, tais-toi. Bah, en fait, ouais, c'est ça, c'est arrêtons de penser avec le regard des autres. Chacun a son histoire, sa culture, voilà et effectivement, ce qui nous est un frein, une barrière est peut-être à l'inverse, un tremplin pour certains et un point fort, quoi. Exactement. Donc, à l'inverse, je leur dis: «Taisez-vous et posez des ques et répondez aux questions qu'on vous pose par Mmh. contre ou posez des questions». N'hésitez pas, si vous avez des acquéreurs silencieux, à leur dire: «Est-ce que là, là, comme on est au sol, est-ce que vous vouliez plus d'informations? Est-ce que vous avez besoin de voir le tableau électrique?» Voilà, Mmh. posez des questions. En fait, déjà d'une, parce que ça rassure beaucoup, parce que parfois l'acquéreur, lui aussi, il en a plein dans la tête, il regarde comme ça et il va être un peu perdu sur qu'est-ce qu'il doit poser comme question. Mais taisez-vous, n'anticipez pas. Le pareil, «Ah, c'est génial chez moi, c'est exposé plein sud, j'ai du soleil tout le temps». Ah OK, c'est formidable, sauf que il peut y avoir l'acquéreur qui va se dire: «Ah ouais, mais plein sud, là, avec le réchauffement climatique, il va faire trop chaud. Mmh. Moi, je supporte pas la Ouais, chaleur, c'est ça, je vais encore une fois, devoir point vivre avec touché. les volets fermés». Alors c'est pas qu'on va le cacher que c'est plein sud, hein, il va prendre sa boussole, il va le voir. Mmh. Mais tout de suite, le discours de: «C'est plein sud, c'est génial, en gros, c'est baigné de soleil et moi, tout l'été, je suis bronzé», ça vient pas donner la même chose que si l'acquéreur demande dire: «Est-ce que c'est quoi l'exposition? Parce que moi, je suis très sensible à la chaleur». Mmh. OK, là, on peut dire: «OK, c'est plein sud, mais par contre, vous voyez, moi, j'étais moins sensible, mais il est tout à fait possible de mettre un Storban et aujourd'hui, il y a des Storban qui permettent de réduire la chaleur à l'intérieur, de tant de degrés». Mmh. Ah, c'est Là, c'est pas la trop, même réponse. je vois ce que tu veux dire et en fait, ce qui est bien, c'est que comme tu disais en amont, tu as déjà normalement travaillé avec le vendeur tout le dossier, donc ça l'a forcé quelque part techniquement à être prêt à répondre aux 1res questions et d'ailleurs tu lui soumets les questions, basiques. Donc voilà, typiquement, bah, c'est quel DPE, voilà, c'est des choses sur lesquelles ils vont être acclimatés. Si, demain, parce que c'est je sais que c'est la crainte de beaucoup de personnes, tu es pas du tout technique, toi tu connais rien à tout ça, tu as justement la question qui te bloque, tu sais pas répondre. OK. Alors, si tu as la question qui te bloque déjà en amont par mail, moi, j'ai un service, disponible tout le temps par D'accord, WhatsApp. C'est-à-dire que mes d'accord. clients peuvent me contacter à n'importe quel moment par WhatsApp, m'envoyer des messages autres, je réponds, allez, dans l'heure qui suit, Tu viens en direct, ça déjà c'est chouette. voilà. Donc il y a déjà ce point-là et si tu as la question qui te bloque en direct, Pendant la visite, ouais. pendant la visite, déjà, il y a quand même peu de chance, mais si ça arrive vraiment, rien n'empêche de dire: «Je suis désolé, là, j'ai pas la réponse tout de suite. Je me suis jamais moi-même posé cette question, Mmh. mais par contre, je reviens vers vous dès ce soir avec la réponse et tu vas me la poser» et Je je reviens, vers vous en moins d'une heure puisque voilà. je l'ai que Non, mais tu vois, c'est pas grave de dire: «Je sais ah pas» bah, et c'est même rassurant, en fait. mmh. Moi, j'adore les gens qui me disent: «Je sais pas», parce que je me dis que justement, quand ils vont me dire quelque chose, c'est qu'ils savent vraiment. Donc il y a pas de honte à dire: «Je sais pas». On n'est pas obligé de tout savoir et surtout pas aller inventer quelque chose. Je vous en supplie, arrêtez ça. Ouais, ne surtout pas broder quand on n'est pas du métier et tout. C'est normal qu'il y a des choses techniques qu'on ne maîtrise pas et donc bah, OK, on se la note. Surtout, on apporte bien une réponse, on l'oublie pas et on apporte une Et réponse, puis, qui rien touche à n'empêche de l'acquéreur. dire, «Bah, écoutez, là, j'ai pas la réponse. Par contre, moi, pour la vente, je suis accompagnée par un professionnel. Expliquez le modèle». Mmh. Comme ça, en plus, vous me faites de la pub au passage, c'est génial. Mmh. Mais en tout cas, expliquez le modèle pour venir rassurer aussi l'acquéreur en disant: «Vous inquiétez pas, en fait, je vais avoir la réponse d'un professionnel derrière» Mmh. et ça, c'est pas un souci. Mais très sincèrement, je le vois là dans mes clients, ça arrive vraiment pas et surtout mes clients, en fait,
ils maîtrisent, mais à fond. Ouais, c'est En bien. fait, le fait Oui, que je leur donne la tu des connaissance. personnes qui sont motivées, qui sont accompagnées, donc ils ont fait cet effort de 50-50, Bah, en pour fait, vendre leur bien, d'une, quoi. ils me payent pour ça, donc bah, c'est un peu comme un coaching, comme un psychologue ou Un autre. engagement, tu as raison, Quand tu payes, tu as envie de réussir, c'est ça. donc déjà niveau motivation, ça aide Mmh. et de 2, en fait, ils reprennent la maîtrise de leur projet et ça leur donne des ailes. Ils sont hyper fiers d'eux. Moi, ils me disent: «Mais punaise, je pensais pas être capable de faire des visites, de répondre aux gens, je suis hyper à l'aise, Mmh. ça me plaît». En plus, limite, ça les fait marrer et ça leur donne une certaine fierté et surtout, j'ai remarqué, ça diminue leur zone de stress, Bien sûr. mais tellement parce que dès qu'on Sont maîtrise les sont choses. préparés, sont affûtés, hein, comme un entretien, comme un oral, comme pas mal de choses finalement, Quand on est maître de son projet, quand c'est nous qui tenons le volant, on a moins peur, hein. C'est un peu comme en voiture, hein. Quand tu es c'est à ça. côté, tu t'accroches parce que, tu te dis: «Est-ce qu'il va pas rentrer dans le mur?» Quand c'est toi qui conduis, tu as vachement moins peur. Bah, c'est exactement pareil. Ouais. Là, c'est eux qui conduisent et du coup, ils ont cette zone de stress, elle descend mais de manière, vraiment importante. Ouais. Ah, c'est une belle image, la voiture, c'est rigolo. Moi, il y a un deuxième truc qui me vient là tout de suite aussi, donc il y a le côté, quand tu fais les visites toi-même, ce qui pourrait freiner, je pense, les gens, c'est le côté effectivement technique, on vient d'en parler. Deuxième chose qui est hyper importante, tu vas parler, c'est une tranche de vie et donc tu es vendeur, il y a sûrement, énormément d'émotions qui vont surgir. Je prends l'exemple, moi, de mon ex-femme, il était hors de question pour elle qu'elle vende la maison parce que, c'était la maison de ses rêves. Elle voyait au-delà de pas vendre la maison, quand elle s'est décidée, pardon, à la vendre, elle se voyait pas faire les visites. Donc forcément, je me suis chargé du dossier, c'est pas le problème, mais il y a des gens du coup qui ont beaucoup d'émotions, qui vont être confrontés à devoir faire les visites. Comment ça, tu pourrais, les conseiller sur cette gestion émotionnelle finalement? OK. Je vais pas les conseiller en fait. Là, pour le coup, on va faire un vrai coaching. D'accord. C'est-à-dire que là, on va rentrer dans l'humain pur, et on va faire une vraie séance de coaching. Alors, on n'en a pas parlé, mais en amont de tout ça, ce que je propose, moi, c'est un coaching d'aide à la décision. Ouais. C'est-à-dire que chaque projet immobilier commence par une décision et parfois une décision qui est pas évidente à prendre, Mmh. voire même qu'on n'est peut-être pas obligé de prendre à ce moment-là. Et donc, c'est 2 heures, et en 2 heures, on va aller sur tous les points. Est-ce que ça va être, que du financier? Est-ce que ça va être que, des problématiques juridiques ou est-ce que ça va être de l'humain? Et donc, quand tu prends l'accompagnement avec moi vendeur, tu as ce coaching qui est inclus dedans. Donc soit ça va être vraiment un coaching, on va dire, pur, technique ou autre, qui va plus être du coaching, hein, qui va être plutôt du conseil, du Mmh. consulting. Soit ça va être une vraie problématique humaine et là, on va faire une vraie séance de coaching et on va aller voir, en fait, qu'est-ce qui se joue derrière. Mmh. Parce que derrière, tu vois, je me permets de reprendre l'exemple de ton ex-femme, mais derrière ça, le rêve de cette maison-là, c'est pas que le bien immobilier. Mmh. C'est le rêve de la famille, parfaite, de son rêve de petite fille et de vivre dans une maison avec ses enfants et son mari Bien sûr. et en fait, c'est tout son imaginaire et tout ce qu'elle avait projeté qui est en train de s'effondrer. Et donc derrière, quand tu viens voir, en fait, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, derrière en fait, l'immobilier, c'est un peu comme l'argent, si tu veux, c'est la phase immergée d'iceberg. Mmh. En fait, qu'est-ce qu'il y a en dessous réellement? Qu'est-ce qui joue pour elle à ce moment-là? Qu'est-ce que ça vient lui rappeler? Est-ce que la notion d'échec aussi, c'est trop important pour elle? Et donc, du coup, c'est un échec de se séparer de cette maison. Bon, bah voilà, donc on fait un vrai coaching Mmh. qui peut après, soit il est suffisant en 2 heures parce qu'on a été voir vraiment un problème en particulier et c'est bon, la personne est suffisamment apte, soit c'est pas suffisant et donc dans ces cas-là, là, on part en entre guillemets «en processus de Mmh. coaching» qui va être plus court que les 10 séances de coaching lambda, mais on va vraiment aller voir l'humain, au plus Ouais. profond. Ça, c'est un point génial parce que alors tu le retrouveras jamais en agence, clairement. Mais ils peuvent pas d'ailleurs, Ou du voilà, fait ou du conflit de leur posture. c'est pas prévu et par contre, c'est un point essentiel, en fait, parce que comme tu dis, je trouve que de faire l'exercice de se questionner, soi-même, finalement, de pourquoi on vend et du coup, d'enlever tous les points de friction, d'être bien aligné sur: «OK, je vends parce que et je vends en mon âme et conscience» et pas: «Je vends, à contre-cœur» ou «Je vends forcé» et cetera et si, éventuellement, c'est le cas, bah, d'être quand même en paix avec, soi-même là-dessus, de faire le deuil sur certaines choses, peut-être se détacher aussi d'un bien qui est finalement du mobilier, hein, qui est voilà et de se reprojeter autrement, matériellement ou émotionnellement. Enfin, c'est un travail de maboule qui est pourtant juste essentiel, quoi. Mais en plus, tu l'as sur plein de choses, sur les successions, mais il y a mais tellement de choses qui se jouent pendant les successions, même les relations entre les héritiers ou autres, mais tu l'as en fait pour plein de choses. Tu vois, typiquement, l'une des premières choses, les gens, pourquoi ils mettent trop cher? C'est pas qu'une question de fric. Mmh. C'est pas qu'une question de fric, parce que c'est la représentation souvent de leur réussite. Mmh. C'est-à-dire que j'ai acheté, j'ai fait une bonne affaire, je revends plus cher, donc il y a de la réussite. Ça peut être aussi une représentation de tout ce qu'ils y ont mis dedans. Tu sais, les gens qui font tous leurs travaux eux-mêmes. Mmh. Mais pour eux, ça vaut bien plus cher que Oui. la réalité de leurs travaux. Mais en fait, c'est pas juste ils estiment que, c'est qu'en fait, derrière, c'est le temps qu'ils y ont passé, l'énergie.
OK, donc d'aller se détacher de tout ça. Mais si tu veux, pour moi, ça devrait être la base de l'immobilier. Ça devrait être de commencer par un coaching. Pour Mmh. moi, il y a pas d'immobilier sans humain derrière et c'est pour ça que tu vois le nombre de ventes que tu vois qui se font dans la douleur ou qui sont, parfois avec des regrets, où, les gens derrière, finissent complètement stressés, à bout, genre c'est une épreuve énorme. C'est clair. Si tu commençais par le début, c'est-à-dire par remettre l'humain au centre du projet, au centre de cette transition de vie, parce que c'est une transition de vie, je suis convaincue que ça se passerait beaucoup mieux et que le marché, en plus, en bénéficierait parce qu'il serait beaucoup plus équilibré, du coup. Non, mais tu as raison, c'est un vrai alors moi, le dernier bien, c'était déjà dans le cadre de mon divorce, donc c'était déjà acté. Mais c'est vrai qu'à l'inverse, quand tu as un couple, quel qu'il soit, que ça soit la vente ou l'achat, c'est une vraie épreuve de couple, de se mettre d'accord sur, et là, pour le coup, la communication, elle revient, en premier plan, quoi, de se dire, qu'est-ce qu'on recherche? C'est quoi notre objectif de vie? Est-ce qu'on veut être calé à la campagne? Est-ce qu'on veut avoir un rythme de vie, plus dynamique, plus citadin? Voilà et pareil, la vente, c'est, vendre pourquoi? À quel prix? Il faut être d'accord de est-ce qu'on est prêt à attendre, pas attendre? Pour aller chercher quoi derrière? Voilà, Ouais, bah, c'est je fais beaucoup de mois de coaching de couple. C'est-à-dire que alors soit je vais, dans le cas des divorces, me positionner en position de médiateur, d'accord. ce qui marche plutôt très bien. Mmh. C'est-à-dire que là, je vais Notamment quand essayer la communication suppose aller rompue, c'est souvent exactement. des couples qui sont dans ce cas-là. Et j'essaye en fait de leur retrouver un intérêt commun Mmh. et de les remettre dans une dynamique, de se rappeler quel est leur intérêt commun Ouais. et de trouver un équilibre, donc ça, c'est assez Si tu intéressant. en as un dans le couple, voilà, qui veut vraiment mettre des bâtons dans les roues et le seul but, c'est de faire du mal à l'autre, voilà, à un moment, faut Bah, pareil, aussi, tu vois, quand on a un qui veut mettre trop cher le bien, je te dis tout de suite, ce n'est pas une question d'argent, c'est juste plein d'autres choses qui se jouent derrière. C'est toujours. Et dans les couples qui vont bien et qui déménagent ou autres, pareil, je fais aussi ce coaching-là parce que parfois on n'ose pas dire à son mari que, en fait, nous le jardin, on s'en fiche un peu, Mmh. parce qu'il est vraiment très attaché et qu'en fait, nous, ça nous stresse quand même beaucoup d'aller dépenser 1 million et que finalement dépenser que 800 000 dans un appartement, ça nous irait très bien. Tu vois, toutes ces choses-là et donc pour trouver en fait un juste équilibre pour pas, tu vois, alors là, je te parle du coup, je suis partie sur les acquéreurs, mais Mmh. parce que pas exactement la même chose côté Bien sûr. acquéreur. C'est-à-dire qu'il faut cet équilibre-là et remettre c'est l'humain au centre du projet. Non, non, mais très enfin, moi, je trouve c'est s'il y a un point dans ta prestation, c'est celui-là, il est super bien, il est super ça et surtout, tu réponds à une demande, un besoin qui n'existe pas aujourd'hui dans, en tout cas, ce champ d'action, immobilier. Donc c'est bien, tu as fait la transition là, tu parlais un petit peu des acheteurs. Je pense qu'on a fait un peu le tour peut-être sur l'offre vendeur. Ouais, bah, sur l'offre vendeur, la dernière chose que je peux dire qui est quand même un gros point de stress pour les vendeurs en particulier, Mmh. c'est le financement des Ouais, acquéreurs. exact, ouais, c'est vrai qu'on Hem, la partie donc le financement, ce que je fais, c'est que donc ils ont une fiche complète qu'ils remettent à l'acquéreur, mmh. et moi après, c'est moi qui étudie le financement. Ah, trop bien. Heu, Tu donc verrouilles, je c'est verrouille le pas bretelle. financement et surtout je suis là avec eux pour la négociation. Trop bien. C'est-à-dire que par rapport au financement, par rapport au profil type de l'acquéreur ou autre, je vais leur dire: «Bah, voilà ce qu'il faut faire, lâcherez-vous, répondez plus, lâche» enfin voilà, tous les jeux de négociation parce que ça reste un jeu la négo, Totalement. et ben, tout ça je le maîtrise pour le coup très, très bien et donc ça va me permettre en fait d'accompagner, mon vendeur sur la négo. Donc il est pas tout seul dans la négo, il est pas tout seul pour vérifier le financement. Donc une fois que c'est fait normalement après, Ah, bah, alors c'est rigolo parce qu'en plus vous êtes 3 acteurs du coup, ça me fait penser à ça, un peu le triangle de Karpman qui est un truc que j'avais étudié effectivement. Selon, la négo que tu vas avoir, tu te places soit en position un peu de victime, soit en position un peu de bourreau. Voilà et tu ouais, alternes, voilà et limite vous pouvez faire un jeu de rôle. Alors attention, on n'est pas là de parler de manipulation non plus, on est juste là de parler de se positionner correctement comme tu dis. Parfois, il faut être réactif dans la réponse, parfois, il faut se positionner et donc savoir prendre la bonne décision rapidement. Parfois, à l'inverse, il faut peut-être, savoir écouter et laisser un peu de silence. Laisser de l'inertie pour que ça soit les autres et pousser les autres à l'acte et effectivement, c'est un vrai métier, hein, on voit et puis c'est enfin la bah, négociation plein de reste un bouquins comme jeu. ça sur la négo que d'ailleurs, il y en a un, je ferai peut-être une revue de lecture sur, je sais plus comment il s'appelle la personne, je crois que c'est Peter, non, je dois dire une bêtise, bref, sur, le FBI, comment il négocie, des prises d'otages et cetera et c'est vrai que c'est une notion à part entière. OK, donc ça, vendeur, tu as raison, hyper important. Donc Peut-être voilà, que donc peut-être, juste pour finir là-dessus, c'est vrai que c'est une peur que j'avais oubliée, mais qui existe beaucoup je l'ai beaucoup entendu, moi, quand j'étais acheteur, de dire: «Ouais, est-ce que vous avez un dossier solide? Vous faites quoi comme métier?» Voilà, tu vois que les gens, ils ont une anxiété, surtout maintenant que des personnes se positionnent, mais se voient refuser, leur emprunt. Et toi, est-ce que tu as un ou 2 tips à nous dire tout de suite pour, ouais. verrouiller ça justement, pas se faire avoir? Alors, un ou 2 tips, en fait, c'est tu vois, si tu veux, la fiche que moi je remets à mes vendeurs qu'ils envoient aux acquéreurs, Mmh, elle fait 2 pages. d'accord. Elle fait 2 pages. C'est-à-dire qu'en fait, moi, un acquéreur qui va me dire: «Vous inquiétez pas, je suis en CDI». Alors déjà, le «vous inquiétez pas», Ouais, alors il c'est doit mettre la puce il j'ai doit mettre j'ai la puce à j'ai j'ai l'oreille un celui-là. premier tips à vous donner. Le «vous inquiétez pas»,
j'ai une attestation de financement. Mmh. Ça n'a aucune garantie. D'accord, ouais. Ça n'a aucune garantie et vraiment je le dis et je le redis parce qu'il y a plein de gens qui disent: «Ah bah, c'est bon, il a l'attestation de financement». Ça ne veut rien dire. J'ai vu des banquiers donner des attestations de financement, mais parce qu'eux aussi, hein, pensaient bien faire. Ils ont pas regardé le dossier en entier. Mmh. Ils ont demandé: «OK, vous êtes en CDI, vos revenus», grosso modo, ils ont pris, le dernier avis d'imposition, les 3 dernières fiches de paye. Mmh. Ça ne veut rien dire. Est-ce que le gars, il a un crédit à la conso derrière? Est-ce que le gars, il paye ou la nana, parce que ça va faire après, il paye une pension alimentaire Mmh. derrière? Est-ce que son, reste à vivre, est-ce que tous les mois, il finit, à découvert? Mmh. Donc déjà, tous ces points-là, c'est indispensable. Tu peux avoir le CDI, bon revenu, 33 de taux d'endettement sur le papier. Si derrière, il y a tous ces frictions-là, les gens qui ont beaucoup d'investissements immobiliers, Mmh. c'est pris en considération dans leur crédit. Donc, et ils vont dire: «Oui, non, mais on a une SCI». Oui, mais la SCI, c'est quand même toi. Donc ça va être quand même pris en considération. Tes loyers, ils vont pas être pris à 100. Ils vont être pris à 80. Ouais, voire 70 même Voilà. maintenant de plus en plus, Donc tout ça, en fait, c'est, enfin, il y a beaucoup plus que la simple attestation ou la simple vérification des 33 taux d'endettement. Mmh. Donc très sincèrement, le premier type, c'est le «vous inquiétez pas», c'est il faut s'inquiéter et le «vous inquiétez pas, j'ai une attestation d'un courtier ou d'une banque», ça n'est pas suffisant. Je dis pas que c'est mauvais, je dis que ça n'est pas suffisant, parce clairement. qu'argent comptant, se contenter de Non, ces informations et donc d'aller un peu épice. donc là, pour le coup, après et c'est là où la difficulté, c'est que en tant que vendeur, on se sent pas la légitimité d'aller demander toutes ces infos à l'acquéreur. Mmh. Que l'avantage Oui, ça peut être intrusif en fait, hein, ouais, parfois, mais bon, voilà. Faut avoir ce courage, on va dire. voilà, mais l'avantage d'avoir mon document à moi, c'est de dire: «Je suis accompagné par un professionnel de l'immobilier». C'est une nouvelle structure qui va vérifier votre financement et là, il y a déjà moins d'intrusion. Quand en agence, l'agence te demande tout ton On te met tout dossier sur le dos finalement, c'est exactement, mais quand en agence, on te demande tout ton dossier et que l'agence te dit: «Je vais le donner à mon copain courtier pour qu'il étudie votre financement», tu le fais. mmh, Parce que quand tu veux le bien, il y a un moment moi, ceux qui refusent de le faire, de toute façon, bah oui, après red flag aussi, tu te dis: «Oui, ils veulent pas me voilà, donner ce tu document vois? ou un Si autre, si tu veux un bien, il y a un moment, tu montes patte blanche, c'est comme ça. ouais, Il y a un moment, il faut montrer patte blanche et c'est aussi, il y a chacun, doit se dévoiler. Bah, là, l'acquéreur doit se dévoiler à ce moment-là. bien sûr. Très clair pour la partie, vendeur. Est-ce que du coup, tu vas nous parler un peu plus de ce que de l'accompagnement que tu pourrais faire sur les acquéreurs et les points importants dans l'étape, Alors, déjà un gros point à savoir, sur la partie acquéreur, l'idée, c'est que les gens viennent me voir avant de commencer leur recherche, avant d'être épuisés. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que, justement, le fait qu'il y ait 1000 plateformes, 1000 intervenants aujourd'hui ou autres, les acquéreurs savent plus où donner de la tête. Ils font leur petit module de recherche partout. Ils mettent plein de critères, mmh, mais alors du coup, ils reçoivent plus rien, dans bien leur parfait, bon, faut aussi, mettre de exactement. l'eau dans son vin, hein. Donc la première chose qu'on fait, c'est un entretien Mmh. qui va permettre de définir, en fait, qu'est-ce que tu recherches vraiment. Et j'ai un exemple très concret, là, j'ai reçu un client la dernière fois, il est arrivé en me disant: «Alors moi, je sais très bien ce que je veux un 4 pièces, 80 carrés minimum, en appartement, élevé, dans le récent». On a passé 2 ans ensemble. Finalement, il recherche une maison dans l'ancien, 3 chambres et son secteur n'est plus le même. C'est fou, hein. Parce qu'en fait, derrière, il s'était passé quoi? Il y avait une insécurité financière et donc, il y avait de l'argent qu'il osait pas débloquer, que finalement, quand on était voir derrière, cette insécurité-là, elle était pas vraiment réelle et donc il est OK pour débloquer cet argent-là. Parce que derrière, il a remarqué que c'était finalement Ouais. très important pour lui de recevoir des gens, d'avoir du lien social et qu'en appartement, il retrouvait plus ce goût-là. Bon, C'est hyper important ce que tu dis, poser les mots sur ce qu'on recherche. Encore une fois, une espèce de coaching de se dire, poser les bonnes questions, bah, est-ce qu'on recherche vraiment ça par rapport à ce qu'on projette? Et c'est rigolo que tu en parles parce que moi je l'ai vécu moi-même, c'est-à-dire que moi j'avais à l'époque un petit peu d'argent sur un plan d'épargne entreprise que je ne voulais pas débloquer parce que je l'avais cumulé depuis mes 18 ans, tu vois? Donc elle a sur mon front les dimanches, les jours fériés et tout. J'avais jamais touché à cet argent et je m'étais privé de plein de choses, d'une belle voiture, de voyage, tout pour, avoir ce pécule et donc moi l'idée c'était de le faire grandir encore au maximum et donc pour moi cet argent n'existait pas et donc quand je suis allé voir les agents, j'avais un budget, que j'avais annoncé, mais ils avaient pas creusé plus loin et donc je me rappellerai toute ma vie parce que il y a une agence qui m'avait dit: «Mais ne vous inquiétez pas», donc je trouvais pas le bien que je voulais et une agence m'avait dit: «Ne vous inquiétez pas monsieur Auger, on fait aussi des petites maisons». Moi, je vais pas donné le montant là, mais déjà, petite maison, je trouvais que c'était un beau budget, donc je me suis pas senti, tu sais, un peu le gueux, pas du tout respecté par l'agence. Mais surtout, c'est qu'en fait, si elle avait bien creusé comme toi tu le fais avec tes clients, bah, est-ce que vraiment c'est bloqué? Est-ce qu'il y a d'autres mmh. possibilités? Parce que finalement, il peut y avoir de la love money des proches, hein. Il peut y avoir des solutions si vraiment c'est l'objectif de vie. Bah, elle aurait vu que j'avais un gros billet, de côté, que finalement on a débloqué et qu'on n'a pas du tout pris le même type de bien et le même montant de bien, au final, Voilà quoi. et donc tu imagines la perte de temps?
Bah, c'est Parce cool. qu'en fait, si tu fais pas ce travail-là en amont, tu vas finalement, il va finir par se faire ce travail. Tu vas pas acheter quelque chose qui te convient pas. Mmh. Ça n'existe pas, je rassure les gens. Sauf que tu vas perdre 6 mois, 1 an, parce que déjà, tu vas prendre 3 mois dans la vue à chercher un bien qui ne te correspond pas, qui n'est pas vraiment ce que tu veux. Et donc, tu vas être déçu, tu vas pas faire d'offres, machin, tu vas commencer à t'épuiser un peu, Mmh. à t'énerver un petit peu. Et à un moment, ça va quand même rentrer en te disant: «Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça qu'on cherche?» Mais donc c'est une perte de temps Ouais. qui va être énorme. Donc déjà, ce gros travail-là en amont, tu vois, c'est indispensable. Ensuite, du coup, une fois qu'on a vraiment défini les critères, qu'on a vraiment été creusé au plus profond de ce que voulait la personne, là, moi, je vais lui faire une stratégie de recherche. Mmh. C'est-à-dire que selon le type de bien qu'il veut, je vais lui dire sur quelle plateforme il faut aller chercher. Il n'y a pas besoin d'aller chercher sur toutes les plateformes. Les questions à poser, soit par mail, soit à l'agence par téléphone, avant même de visiter par rapport à ces critères pour être bien sûr que ça soit en Excuse-moi, corrélation. rebondis parce que je réfléchis en Ouais. même temps. Donc tu dis pas besoin de chercher sur toutes les plateformes parce qu'on a Jinka et que ça agrège ou parce que Non. selon la typologie de bien, tu as des plateformes qui Ouais, sont plus adaptées? totalement. Tu recherches, tu vois, nous dans le coin, j'ai des recherches de maisons, au-dessus du million, va OK, que sur Belle Demeure. d'accord. Va nulle part ailleurs, ça ne sert à rien. Alors oui, alors je vais avoir toujours les aléatoires qui vont me dire: «Oui, celui qui vend en PAP, sa super maison». OK, alors je vais te dire, va sur le Belle Demeure et fais toujours, moi ce que je dis toujours à mes clients, faites toujours l'alerte Jinka en Au backup. cas où, ouais. Le Jinka, c'est dans toutes mes recherches. Mais il faut quand même aller sur les sites spécialisés parce que là, pour le coup, il peut y avoir des choses qui tombent moins et puis parfois, je vais même aller leur les conseiller d'aller redonner leurs recherches en agence, Ouais. sur certaines agences. Mmh. Tu Ouais, vois? parce que Que surtout quand on est sur des biens de niche, je suppose que ça soit au exactement, niveau du montant, mais aussi du secteur peut-être. Secteur, des fois, tu sais que, bah, sur le moment, ça va pas avoir le temps d'être mis, que ça va partir et donc il faut plus de réactivité, voire même accéder à ce qu'on appelle le off market, essayer d'avoir des infos ouais. en amont avant que ça apparaisse, sur ces annonces-là, ces annonceurs-là, pardon. Donc voilà, donc ça, c'est toute la partie en amont que je vais faire. Donc là, mon client part à l'aventure de sa recherche. Exactement pareil que pour les vendeurs, j'ai le WhatsApp disponible tout le temps. Donc souvent, ils aiment bien m'envoyer les annonces qu'ils ont trouvées sympas Tu pas pour me faire dire fermer les pinceaux. Un WhatsApp acheteur, un ouais, WhatsApp vendeur pour exactement, bien différencier, parce que c'est vrai que c'est pas exactement. la même psychologie, quoi. Tout à fait, donc j'ai les WhatsApp, séparés et une fois qu'ils ont été visiter leurs biens, Mmh. ils visitent leurs biens, le bien leur plaît. Là, je me déplace D'accord. et je vais visiter avec eux le bien, déjà pour vérifier si le prix est cohérent, s'il y a pas de problème technique. S'il y a une projection travaux, je vais leur faire les devis travaux nécessaires et suffisants. Je vais vérifier qu'ils ont bien posé toutes les questions et que tout est bien vu. Je vais vérifier tout le dossier juridique aussi. Mmh. Donc en gros, je vais tout vérifier pour sécuriser au maximum l'achat D'accord. et ensuite derrière, je vais accompagner mon acquéreur dans la négociation. Mmh. C'est pour ça que je peux pas être au milieu des 2 parce que soit j'accompagne Ah un, oui, soit oui, tu j'accompagne peux pas l'autre. être jugé partie, c'est le problème. Exactement, donc je vais l'accompagner dans la négociation et donc là, pareil, on va mettre en place la stratégie de négo avec le vendeur et tout sera vérifié. Donc en fait, si tu veux, c'est 1 300 € cette offre, Alors que je retienne, donc tu m'as dit vendeur un peu plus cher, 2005, 2005, OK 2005, et 1 300 l'acquéreur, OK. les 1 300, l'acquéreur les récupère tout le temps. Pourquoi? D'accord, du coup, d'ailleurs, moitié prix pour l'acquéreur, alors pourquoi tu l'as positionné comme ça? Tu aurais pu faire le même prix ou Ouais, j'aurais pu faire le moins de même prix, boulot, c'est quoi? sauf que l'acquéreur derrière, lui, il y a de fortes chances encore qu'il se retrouve à payer des frais d'agence. D'accord. À payer le bien, tu vois? Même si c'est les vendeurs qui payent, il va se retrouver à payer peut-être un petit pourcentage des frais, voire même il va payer, l'acte chez le notaire parce que c'est à la charge de l'acquéreur. Donc tu vois, Ouais, il a tu quand l'as même dilué intelligemment pour que la facture finale voilà, que perçoit le client et soit moins soit et juste. très clairement, j'ai moins de travail aussi. Donc il y a un moment, Du gagnant-gagnant. moi j'estime que, je dois être payée par rapport à ce que je fournis comme travail Mmh. et sur un dossier acquéreur, j'ai moins de boulot. Parce qu'un dossier acquéreur, c'est jusqu'à un maximum de 3 biens que je vais visiter. Tu vois? Pour éviter aussi l'acquéreur qui va me faire visiter tout ce qu'il voit. Non, Mmh. j'ai pas le temps Bien et c'est sûr. pas le but. C'est aussi de responsabiliser. Le but de toutes mes offres, c'est redonner le pouvoir, le savoir et de responsabiliser, les gens. Mmh. Oui, monter en compétence parce qu'une fois que tu le fais, bah, c'est quelque chose que tu acquiers et que tu détiens pour toute ta vie et donc si demain tu te retrouves dans cette situation de mise en vente ou, d'acheter, tu sais réappliquer un peu ce que tu as appris, quoi, donc Exactement, c'est tu un sais vrai bagage que répliquer. tu as pour l'avenir. Après, tu auras sûrement encore besoin de moi pour le côté humain. Forcément. Ah on sent la commerciale, c'est bien. Cool, du coup là, l'étape de l'acheteur, tu vas jusqu'à où en fait? Jusqu'à la Le signature, compromis, ouais, tout à fait. jusqu'au bout de la signature? Exactement. OK, super. Bah, écoute, très clair entre, l'acheteur et le vendeur. Il y avait quelque chose qu'on avait tout doucement évoqué en neuf parce que tu m'en as parlé spontanément, c'est tout ce qui est outils IA, Ouais. qui vient aussi vachement changer la donne, et de plus en plus, à l'heure actuelle, sur la manière de travailler. Est-ce que tu as envie de nous
je sais pas Alors, sur il lequel y a il y a tu pas mal d'évolutions, notamment sur, les recherches immobilières. d'accord. C'est en cours, je tairai les noms parce que c'est pas encore, totalement sorti. Alors il y en a peut-être d'autres qui sont sortis que je ne connais pas, mais en tout cas, moi, celui qui m'intéresse n'est pas encore sorti. Mais l'idée, c'est d'avoir justement un Jinka, mais version, performant plus, plus, plus. Ouais. C'est-à-dire d'aller vraiment rechercher parce qu'aujourd'hui, la problématique que l'on a, avec, ChatGPT peut le faire très bien, par exemple, sauf que derrière, il ne va pas plus loin que ce qu'il y a noté dans l'annonce et qu'il y a beaucoup d'annonces qui sont mal remplies. Mmh. Typiquement qui vont mettre, 4 pièces, tu as 4 pièces sur le truc, mais in fine, quand tu lis l'annonce, il y a possibilité de faire une cinquième pièce. D'accord, ouais. Mais ça, l'intelligence artificielle ne va pas jusqu'au point de Ouais, lire les l'annonce. infos un peu subliminales qu'il Exact, faut, que seul l'humain va pas peut aller chercher. relever, Donc quoi. là, ils sont en train de développer ça. Franchement, si ça fonctionne, ça va être énorme parce que là, on pourra être plus précis dans notre recherche et vraiment aller venir, préciser le nombre de pièces, le potentiel de travaux que l'on veut, ou autre. Donc ça, je pense que très sincèrement, à mon avis, dans 1 an max, c'est sorti. Ah, c'est alors ce point-là, déjà, il est hyper important parce que moi, je le vois, en tout cas dans mon usage au quotidien et je pense que ça va débouler très vite, c'est que maintenant, il y a plus de moteur de recherche. C'est-à-dire que tu passes plus par Google ou que sais-je pour rechercher. C'est directement ton IA préféré, que ce soit ChatGPT, Gemini, qui est ton moteur de recherche et d'ailleurs, de plus en plus, quand tu fais une recherche, ils te mettent les liens et on voit que ça va pas être des marketplaces, mais en tout cas, ils te mettent des liens, des possibilités d'achat, des paniers. Moi, la dernière fois, je cherchais, je préparais un épisode sur l'achat-revente pour les sacs de Camin, donc j'ai tapé sac Birkin et tout. Ils me mettaient des liens de sites pour aller acheter des sacs Birkin. Ah oui, Donc on voit que finalement, ça y est, les nouveaux moteurs de recherche nouvelle génération. Donc ceux qui vont avoir compris ça, qui vont s'être reliés rapidement, bien référencés, via l'IA et tout, ça va être une c'est ça. tuerie, quoi. Donc il y a ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, au niveau des estimations. Ouais, Alors, c'est toujours pareil, l'IA réagit à ton prompt. d'accord. Ton prompt, il est souvent plein de subjectifs. Mmh. Moi, j'ai fait le test, donc j'ai vachement, travaillé le prompt pour estimer les biens. D'accord. Je me fais toujours mon avis en amont, mais justement pour l'entraîner au fur et à mesure, il est devenu plutôt bon. Mmh. J'ai fait le test de prompter, ma maison, tu vois? Et j'ai prompté de manière très objective, un peu en mode professionnel, tac, tac, tac. Il m'a donné un prix. Très sincèrement, il s'est un petit peu gouré parce qu'il n'avait pas suffisamment pris en charge la qualité, du secteur. D'accord. Mais à partir du moment où je lui ai redit: «Attention, fais attention, on est très proche de guerre, machin et tout», il s'est rétabli au bon prix. Mmh. J'ai fait le même prompt, version: «C'est ma maison, je suis pas une professionnelle, je suis très attachée». Joli jardin, Ouais, baignées, ta des mots qualitatifs, j'ai pris 200 000 positifs. €. Oui, c'est Voilà. pas une petite, Donc l'IA, tu vois, c'est super. Franchement, c'est super parce que ça peut permettre d'aller beaucoup plus vite. Pareil sur les AG, moi je fais étudier les AG par l'IA. mmh, Pour autant, je suis quand même obligée d'aller moi de rechecker. bah, Si oui. tu veux, il va me sortir les points les plus importants ou autres, mais néanmoins, il y a des fois où il a des oublis, où il a des interprétations, d'AG, parce que le juridique, c'est quand même ce qu'il y a de plus touchy, hein. Il y a beaucoup d'interprétations possibles qui sont pas bonnes. Donc voilà, donc si Mmh, tu veux, je mmh. pense que d'un point de vue juridique, l'IA va pouvoir évoluer. Attention, il y a quand même tout ce côté données personnelles ou autres, il va falloir faire très attention. Mais en termes de juridique, l'IA va enfin, ça va faire un bond et ça va vraiment venir, faciliter les choses. Et puis le souci aussi qu'on a aujourd'hui, alors même si tu peux lui prompter le contraire, tout ça, mais souvent l'IA va dans ton sens. Le but, c'est qu'elle te fasse plaisir, qu'elle réponde à tes besoins et donc c'est vrai qu'à part si tu lui demandes, très nettement, elle va éviter de te challenger, de te contrarier donc pour le coup, Exactement. l'effet de coaching, il est pas bon, quoi. Donc c'est pour ça que là, je pense que ce qui va se développer dans les années à venir, ça va être vraiment ce moteur de recherche comme on a dit, des, IA spécialisées juridiques, il y en a déjà qui existent, mais qui sont pas encore, d'une ultra performance, voilà. Donc vraiment sur le côté juridique et sur le côté estimation. Mmh. Hem, allez, on prend les paris aujourd'hui, on se rappelle dans 5 ans, mais pour moi dans 5 ans, tu as plus aucun, module d'estimation en ligne type Meilleur Agent où tu remplis des cases. Ouais. J'en suis convaincue. Ouais, c'est l'avantage. Peut-être que Jinka, franchira le pas, mais effectivement, avec l'implémentation de l'IA, on peut imaginer plein de choses. Typiquement, tu mets, juste, tes photos que tu as prises ou, ton annonce, il va, absorber toutes les données et puis te sortir une copie, hyper clean, derrière. Donc ça peut être intéressant, ouais. Voilà, donc si tu veux, je suis aussi partie de ça pour Sikour. C'est de me dire aujourd'hui, la technologie, elle a fait un bond immense. Mmh. L'immobilier, c'est quand même un métier qui a pas évolué depuis, allez, on va être gentil, 40 ans, 50 ans. Mmh mh. Heu, Là où tous les autres métiers évoluent par rapport à la technologie, par rapport aux besoins de service qui est de plus en plus premium, les gens ont besoin de plus en plus d'être accompagnés sur du sur-mesure, très personnellement ou autre.
Et en fait, nous, bah non, on va pas bouger, on va continuer à faire tout comme il y a depuis 50 ans. Bien sûr. Donc, c'est aussi ça qui m'a poussé à ce changement, c'est de dire, bah, en fait, la technologie va faire son effet. Donc, de quoi vont avoir besoin les gens? C'est de l'humain. Mmh. Parce que ça, la techno va pas pouvoir le faire à leur place. Donc, OK, je laisse la techno. Moi, je suis pas bonne en techno. Je vais pas aller développer de l'IA. Mmh. Par contre, là où je suis bonne, c'est sur de l'humain. Donc, je vais venir, en fait, main dans la main avec la technologie, pouvoir mettre de l'humain pour bah, avoir ce service premium et finalement me libérer de contraintes, on va dire, opérationnelles grâce à la technologie. Mmh. Ouais, carrément bien. Et du coup, donc on a parlé de plein de choses, de création, d'annonces, de photos et cetera. Est-ce que toi, demain, il y a encore des outils que tu utilises déjà au quotidien et Bah, je vais les utiliser pour tout ce qui va être retouche photo, mmh, clairement. Ça, c'est plutôt bon. Et après, non, pour l'instant, c'est tout. Mais je suis convaincue qu'on est vraiment, au aux tout prémices et que ça ouais, va arriver? ouais, je suis enfin, je vois les choses bouger et je sais que, à mon avis, dans un an, on refait la même dans un an. Mmh. Je pense que j'ai trois quatre outils de plus, quoi. J'en suis convaincue. Trop bien, ça promet un bel avenir et des choses assez intéressantes, pour l'immobilier. Cool, merci beaucoup Émilie. Je voudrais aussi que tu nous dises, bah, où on te retrouve parce que là, tu nous as vraiment hypé et on a appris plein de belles choses avec toi. Je crois que tu es présente sur Instagram notamment beaucoup? Oui, je suis présente sur Instagram avec, le petit pseudo emily.sicourt. D'accord. Heu, Sur je Sapsipo, on le trouve, je suppose, non? alors normalement, mais comme c'est parfois c'est pas hyper D'accord. bien Bien fait, Émilie Emily, IE, IE? point Sicourt. Sapsicourt, super. Je suis présente sur, LinkedIn, bien Ouais. sûr, donc Émilie Lagrange, mon nom de famille. Génial. Et vous pouvez retrouver aussi toutes les infos au niveau de mon site, qui est sicourt.imo. OK. Et donc là, vous allez avoir, toutes les infos, donc vous pouvez me retrouver un peu partout. Trop bien, donc ouais, c'est cool, c'est donc LinkedIn et Insta pour te Ouais. contacter, à privilégier comme canal. Profitez-en, le Insta, Émilie, a délivre aussi pas mal de tips, donc si vous voulez prolonger aussi, le plaisir qu'on a eu à apprendre plein de choses, eh bien, moi j'ai parcouru son Insta et elle a fait des chouettes choses. Elle explique, différents cas, des choses sur la copropriété qui est assez intéressante. Voilà, donc allez voir, son Insta, il est très chouette. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous êtes restés jusqu'au bout, bah, c'est que l'épisode vous a plu, mais surtout vous êtes un ou une fidèle auditeur et auditrice. Donc merci beaucoup pour ça. N'hésitez pas, si vous écoutez en audio, à laisser un commentaire. Moi, ça me fait énormément plaisir, savoir si ça vous a plu, si au contraire vous n'avez pas aimé et s'il y a des choses sur lesquelles je peux m'améliorer. Il faut, s'il vous plaît, laisser un avis 5 étoiles, pas 3, pas 4, mais 5. Ça va grandement m'aider à remonter dans les algorithmes et à être bien classé et à faire toujours mieux connaître ma chaîne et proposer des invités de qualité. Et puis si vous avez la chance de regarder, en plus d'écouter sur YouTube, et ben là, c'est le petit pouce et l'abonnement qui vont, à leur tour m'aider grandement. Grand merci pour votre attention et puis je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Salut!